Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Jeudis de l'Ordre, en direct, en présentiel, au moins partiellement, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'Ordre national des médecins. J'en profite pour remercier pour cette soirée un petit peu spéciale sur la souffrance des jeunes médecins, tous les partenaires qui nous ont aidés dans la construction de ce groupe de travail qui nous anime depuis plusieurs années au Conseil de l'Ordre. En particulier le groupe Pasteur Mutualité qui est là ce soir, mais également la Médicale de France, l'URPS également, et puis les syndicats d'internes national et puis syndicats des étudiants également, et bien sûr toute l'équipe du Conseil de l'Ordre qui soutient cette politique. Cette soirée donc un petit peu spéciale sur la souffrance des jeunes médecins. Je vais commencer par dédier cette soirée à la mémoire de Maxime Ronflet. C'est quelque chose qui a été un événement important dans la vie médicale marseillaise. Et donc, je tenais ce soir à lui rendre hommage pour entamer cette soirée. Je vais commencer par une brève introduction avant de laisser la parole aux orateurs que je vous présenterai pour vous dire pourquoi on est là ce soir. Premièrement, parce que nous sommes face à un problème qui est mondial, cette crise de la ressource la plus précieuse que sont les étudiants en médecine, les internes, qui sont les médecins de demain et qui soignent aujourd'hui la majorité de nos patients dans les hôpitaux. C'est un problème qui n'est pas national, c'est un problème qui est mondial, comme rappelé dans cet éditorial récent. Et je vous rappelle cette statistique malheureuse, entre guillemets, qui est que depuis plusieurs années, nous sommes face à environ un suicide par mois d'internes en France. Voilà, le chiffre est celui-ci. Les chiffres seront détaillés par les intervenants, mais je crois que c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler. Et puis, si on est là aussi, c'est parce que l'article 68.1 du Code de la déontologie médicale rappelle que le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. Et c'est au titre de l'article 68.1 que le Conseil de l'Ordre s'est saisi de cette problématique. Pourquoi maintenant ? Parce que malheureusement, cette crise ne cesse pas, je dirais même ne fait que s'empirer. Comme le rappellent différents éléments qui ont été produits dans les années qui viennent de s'écouler, le livre de Valérie Oslander dont elle nous parlera, le rapport de l'ISNI sur l'attractivité des jeunes médecins à l'hôpital public, et puis le rapport de Philippe de Normandie et Jérémy Séché sur le changer la vie à l'hôpital. Effectivement, le titre est assez intéressant. Je ne développe pas l'ouvrage de Valérie parce qu'elle nous en parlera. Le rapport de l'ISNI était intéressant puisqu'il pointait deux axes importants, notamment bien différencier les responsabilités pédagogiques au sein de l'activité hospitalière et également différencier les fonctions universitaires et managériales en créant un métier de praticien-manager. Et c'est vrai que c'est une piste qui nous semble absolument intéressante et qu'il faut absolument développer. Et puis ce rapport donc de Philippe de Normandie qui pointait le fait que les animateurs d'équipe, que sont les chefs de service, doivent être nommés pour leurs compétences en management et leur capacité à mobiliser. Il s'agit de décorréler le statut managérial du statut de l'expert, tout en conservant une légitimité médicale et soignante incontestable. Cela implique la professionnalisation du management de proximité en formation initiale et continue. Et ces animateurs doivent être nommés pour une période limitée, tout en pouvant être reconduits. Je ne vous détaille pas la suite, mais on sent vraiment cette tendance importante. On l'avait pointé également dans un article du Monde avec Valérie Oslander, avec Cynthia Fleury et Michel Timaratos, sur la nécessité de cette sélection, cette formation des chefs de service à être les managers qu'ils sont au quotidien. C'est un métier difficile d'être manager et c'est un métier qui ne s'improvise pas. On avait travaillé au sein d'un think tank médical sur, par exemple, une matrice de carrière où, pourquoi pas, les hospitaliers et hospitaliers universitaires pourraient, au cours de leur carrière, choisir différentes valences. Parmi les valences qui sont proposées, il y a la valence clinique, la valence enseignement, la valence recherche, et bien peut-être la création d'une valence managériale. On sait que c'est compliqué, pour être un ancien PUPH, je sais que c'est compliqué de gérer les trois valences en même temps, pour pas dire impossible, en tout cas pour le faire vraiment de manière performante. Alors peut-être effectivement un choix de valence, un choix qui peut aussi changer au cours des professionnels, puisqu'on n'a pas les mêmes envies forcément au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Et j'ai pris cette capture d'écran sur LinkedIn, je crois, hier. Vous voyez qu'à Paris, il y a la création d'une école de management pour les médecins des hôpitaux. Donc on sent vraiment que c'est maintenant que ces choses convergent. Et je pense que c'est de tout cela qu'on parlera notamment ce soir. Et également un plan d'action qui a été mis en place par la conférence des doyens, en concertation avec toutes les instances, dont les étudiants,
qui parle là aussi effectivement de réformer les structures générales pour faire de la maîtrise des risques psychosociaux une réalité. Il faut déjà savoir que ça existe. Mettre en place des dispositifs locaux de traitement des signalements. La conférence d'ailleurs vient de sortir des recommandations à cet effet, on pourra également en discuter. Et puis sensibiliser à l'éthique et à la prévention des risques psychosociaux dans le cadre de la formation pédagogique des enseignants et de ceux qui seront des managers. Pourquoi faire? Eh bien, peut-être faire des propositions concrètes et puis réfléchir à comment est-ce qu'on va former, comment est-ce qu'on va évaluer les actuels et futurs managers médicaux que sont les chefs de service pour, on l'espère, en finir avec ces situations de maltraitance et de suicide, dont chaque occurrence malheureuse mais répétée est de plus en plus intolérable. Voilà pour cette introduction que je voulais le plus bref possible. Je vais donner la parole à Anne Degré du groupe Pasteur Mutualité qui va venir nous présenter les initiatives du groupe Pasteur Mutualité dans ce domaine-là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Anne Degré, moi je suis en charge au sein du groupe Pasteur Mutualité des relations institutionnelles sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, et également en charge de mettre en place ou de soutenir des actions de prévention pour les professionnels de santé et les étudiants sur ces mêmes régions. Alors, je venais effectivement ce soir partager un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place par le groupe Pasteur Mutualité. Des initiatives qui ont vu le jour, beaucoup pour certaines, dans la période du Covid et qui ont pour but de contribuer à améliorer l'état de santé des professionnels de santé et des étudiants. Pour légitimer mon intervention, je voulais en quelques mots vous dire qui est ce groupe Pasteur Mutualité. C'est une vieille dame qui a plus de 160 ans, qui a été créée à l'initiative de médecins pour se prémunir des aléas de la vie, basée sur des valeurs fortes d'entraide, de confraternité et de solidarité. C'est aujourd'hui un groupe qui protège à peu près 180 000 personnes et qui s'est toujours engagé dans des actions d'entraide dans la santé des professionnels. C'est une structure qui est gérée par des professionnels de santé. Nous avons des adhérents et qui développe des activités qui s'adaptent au quotidien de ces professionnels, bien sûr de la protection, mais aussi des actions de prévention, de formation, des actions philanthropiques, et également qui s'impliquent dans la création de nouveaux lieux comme de la Ville AM. Vous l'avez compris, la santé des professionnels est au cœur des priorités de nos administrateurs. Une réflexion a été engagée il y a plusieurs années de cela. On ne parlait pas encore du Covid, mais l'état de santé des professionnels et des étudiants était déjà bien altéré. J'en veux pour preuve ce panorama de la santé mentale des professionnels et des étudiants qui date d'avant le Covid, qui met en lumière que, d'après le Conseil de l'Ordre et son enquête de 2016, il y avait déjà 14% des étudiants et des jeunes qui avaient déjà des idées suicidaires. Le docteur Donata Mara avait mis en lumière que les professionnels de santé, médecins, paramédicaux et étudiants avaient un risque plus élevé de suicide que la population générale. Tout ce constat nous a amené à réfléchir à une démarche qui en fait est axée à la fois sur des actions ponctuelles de soutien et puis sur une démarche au plus long cours d'accompagnement, notamment dans le cadre des risques psychosociaux. Ces actions, elles prennent différentes formes, comme le cardio-boxing à l'hôpital, pour permettre aux gens de se défouler dans cette période de crise sanitaire, des dispositifs de récupération physio-psychologique au travers d'ateliers de sas de récupération basés sur les techniques TOP, une implication dans les campagnes de vaccination pour accompagner les professionnels dans ce travail de sensibilisation de la population et des professionnels, par exemple contre la grippe, et puis la mise à disposition d'outils, peut-être pas pédagogiques, mais en tout cas d'outils pragmatiques qui permettent aux professionnels dans son quotidien d'arriver au mieux possible à travailler. D'autres actions ont été mises en place, comme des webinaires. On s'est adapté à la situation de la crise sanitaire. Pas plus tard qu'hier soir, nous avons réalisé un webinaire de sophrologie destiné aux étudiants en santé. On avait à peu près plus de 80 personnes qui y ont participé en live. On a développé également un service formation et on met en place des formations dédiées à la prévention et à la santé des professionnels.
Et puis, grâce aux mutuelles départementales, qui sont les relais en local du groupe Pasteur Mutualité, eh bien, on peut proposer également des colloques, des temps d'échange entre professionnels et entre professionnels du monde de la santé sur des thématiques qui réunissent tout le monde. De manière plus structurelle, l'idée a été de créer un lieu qu'on dit pour la santé de demain, mais un lieu qui permette aux professionnels de santé et aux professionnels du monde de la santé de se rencontrer. Je parle de la Ville-M, qui au-delà de disposer d'un cadre convivial et chaleureux et d'avoir un restaurant et un hôtel, c'est surtout un lieu qui dispose d'un centre de prévention, d'une maison de sport santé, enfin de dispositifs dédiés aux professionnels de santé et à leur santé. Et dans ce centre de prévention, on héberge un programme d'accompagnement et de soutien pour les médecins, les internes et les étudiants en santé qu'on a nommé le programme M. Ce programme M, il est inspiré du programme d'aide aux médecins du Québec et c'est un dispositif qui vient gratuitement en aide aux professionnels, aux étudiants en santé qui sont touchés dans une situation qui peut impacter leur quotidien professionnel. Ça peut être des conflits familiaux, des conflits au travail, des difficultés financières, du surmenage. Il y a bien d'autres possibilités. Concrètement, un professionnel ou un étudiant peut solliciter le dispositif Programme M dans le respect de la confidentialité quand il rencontre une situation de souffrance qu'il n'arrive pas à régler tout seul. C'est le principe. C'est un dispositif de pair à pair. Donc, nous avons formé 9 médecins intervenants qui ont été formés aux techniques du PMQ, le programme d'aide aux médecins du Québec. Et leur mission est d'écouter, de rencontrer, d'évaluer, d'orienter les personnes qui les sollicitent, bien sûr dans un souci de bienveillance. Le principe aussi, c'est que cet accompagnement ne prendra fin que quand la problématique pour laquelle le professionnel nous a sollicité, elle soit réglée. Donc, toute personne, médecin, étudiant ou interne qui en aurait besoin, il suffit qu'il contacte le numéro qui est indiqué sur la slide, dans les horaires qui sont indiqués. Et il sera mis en lien avec une cellule d'écoute qui fera un lien direct avec un médecin intervenant, ce dernier le rappelant dans les 72 heures au plus tard après son premier appel. Donc c'est un programme qui aujourd'hui existe depuis septembre 2021 et on compte à peu près une trentaine de professionnels qui ont fait appel à ce programme. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anne. Merci infiniment pour nous présenter ces actions. Je vais partager maintenant le diaporama de Nicolas Lunel et d'Aloïs Rélac, qui sont respectivement président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France et premier vice-président de l'intersyndicale nationale des internes, qui viennent nous parler des enquêtes récentes qui ont permis de donner un petit peu des chiffres actualisés sur ce qu'est aujourd'hui la souffrance de nos jeunes médecins. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Lunel, je suis le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France et donc étudiant en césure entre 3e et 4e année à la faculté de médecine de Toulouse. Bonsoir à tous, donc, je suis Aloïs Réac, je suis le premier vice-président de l'intersyndicale nationale des internes, donc le syndicat représentatif des internes en France, et je suis interne de santé publique à Bordeaux. Donc au niveau de comment on va vous présenter cette étude pour ceux qui sont à distance, Nicolas commencera par vous présenter le contexte et moi je vous présenterai la méthode, il vous introduira les résultats, je vous présenterai les différents facteurs de risque et Nicolas parlera des VSS et moi du temps de travail. Voilà, on a décidé d'élargir un petit peu. Donc la base qu'on avait utilisée, c'est l'étude sur la santé mentale des jeunes médecins qu'on a publiée en 2021. Et en fait, on a élargi en utilisant les études qui ont pu paraître. Donc l'étude sur les violences sexistes sexuelles faite par l'ANEMF et en plus l'étude sur le temps de travail des internes qui est sortie il y a peu. Donc au niveau du contexte, juste pour redonner un petit peu les bases en termes de statut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les étudiants de 2e, 3e année, c'est des étudiants qui sont en enseignement pratique et théorique
et avec quelques stages à l'hôpital. Voilà, ils sont pas encore agents hospitaliers, ils ne touchent pas encore de rémunération. Voilà, ils sont vraiment purement étudiants. Après, on arrive au stade d'externe, entre 4e et 6e année. Là, ils commencent donc à faire 5 demi-journées de travail par semaine pour du temps partiel, 10 demi-journées par semaine pour du temps plein, et avec un salaire qui se situe de 200 à 300 euros net. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces étudiants ont un temps qui est partagé entre la formation hospitalière et la formation universitaire. Et enfin, donc les internes qui ont un salaire entre 1145 euros à 2202 euros net, et donc 8 demi-journées de travail en stage par semaine et 2 demi-journées de formation. Voilà. Donc au niveau du contexte, pourquoi est-ce qu'on avait refait cette étude en 2021? C'est parce qu'en 2017, on avait une étude qui est parue, qui avait pour but de commencer à avoir des chiffres au niveau de la santé mentale des étudiants et des internes, parce qu'on en manquait cruellement et on avait une difficulté de pouvoir faire valoir en fait cette problématique. Au final, les chiffres étaient alarmants, je ne vais pas les redire, vous les avez donc au niveau de la slide, mais ils montraient bien qu'il y avait un problème et que ce problème était très important. C'était pas juste une petite problématique qu'on aurait pu dire c'est peu éloigné de la population globale. On voyait qu'il y avait un écart significatif entre la population globale et les internes et les étudiants en médecine. Donc au final, en plus, après, ces chiffres ont été beaucoup confortés, entre guillemets, par la littérature scientifique, ce qui montrait en fait cette réalité. Donc au niveau de l'étude, la population qui a été prise, c'est les étudiants en médecine à partir de la 2e année. Sur un questionnaire qui leur a été diffusé, je crois, pendant la période de mai à juin 2020 sur les réseaux sociaux, et ils avaient 6 semaines pour répondre, voilà, la période de l'enquête, donc c'est ce que j'ai dit, de mai à juin. Au niveau de ce questionnaire, donc on s'est interrogé sur les caractéristiques sociodémographiques, sur le cursus médical, le vécu en stage, sur plusieurs échelles reconnues internationalement, donc la HAD pour les symptômes anxiété et dépression sur les 7 derniers jours, le MBI pour le syndrome du burn-out, le SDISF pour l'épisode dépressif caractérisé sur les 12 derniers mois, et les idées suicidaires qui ont été caractérisées aussi sur les 12 derniers mois. Et enfin, on a demandé si l'interne ou l'étudiant en médecine avait été humilié, harcelé ou agressé pendant ses études. Et enfin, il y avait la place pour un commentaire libre que l'on a analysé de manière lexicographique. Pardon. Donc là, au niveau du schéma de l'étude, on est parti d'à peu près 15 000 réponses pour au final en inclure 11 000. Et vous pouvez voir les différentes échelles qui ont été utilisées pour mesurer ça. Pour les questions de burn-out et de harcèlement, on avait 0 données manquantes. Au niveau de la HAD, pour la première enquête qui avait été effectuée en 2017, on avait utilisé un cutoff supérieur à 7. Pour cette étude, on a aussi utilisé un cutoff supérieur à 7, mais on a utilisé aussi le cutoff supérieur à 10. Et à 10, en fait, c'est quand soit le symptôme de l'anxiété, soit le symptôme de la dépression sont confirmés. Alors que 7, il y a le symptôme, mais on n'est pas réellement sûr s'il est ou pas. Et donc, les analyses statistiques ont été effectuées sous R. Sachant que pour la robustesse des résultats, on a considéré que toute donnée manquante était des données de personnes qui allaient bien et qui n'avaient aucun problème, pour être bien sûr dans la situation la plus mauvaise pour nous. Donc on a eu 11 754 réponses, qui correspond à environ 15% de la population cible, ce qui n'est pas négligeable vu que les études de référence dans le domaine sont souvent avec un pourcentage plus faible de la population cible. Donc vous pouvez voir la répartition qu'il y a ici, sachant que le préclinique, donc c'est 2e, 3e année, comme on avait pu le dire avant. Au niveau des résultats de l'étude, c'est ça. Donc, on a utilisé les 2 cut-offs, comme on a dit, parce que ça nous permettait de faire une comparaison en fait avec l'étude de 2017. Et après, on a utilisé le cut-off à 10 pour donner les résultats qui sont plus proches de la littérature scientifique.
Donc là, on voit que globalement, on a une augmentation en fait qui se dégage entre 2017 et 2021, qui est expliquée notamment par la crise sanitaire, mais aussi par le fait que les mesures n'ont pas été suffisantes et n'ont pas réussi à enrayer ces différents points. On peut juste voir la partie idées suicidaires où il y a une diminution, mais elle a été due à une difficulté méthodologique dans l'enquête de 2017. On a quand même mis les chiffres pour l'honnêteté intellectuelle, mais du coup, on s'est rendu compte qu'au niveau de l'analyse qui avait été faite en 2017, il y avait une difficulté là-dessus. Donc on peut voir que cette population en fait, d'étudiants en médecine et d'internes souffre d'énormément de problématiques, les symptômes anxieux, symptômes dépressifs, les idéations suicidaires, et quand on regarde, ça veut dire qu'un étudiant ou un interne sur 5 a déjà eu des idées suicidaires dans les 12 derniers mois. Ce qui est absolument énorme et ce qui en soi vient malencontreusement corréler le fait qu'il y a un suicide d'interne environ tous les mois. Donc, au niveau des facteurs de risque qu'on a mesurés dans cette étude de manière plus précise que dans l'étude en 2017, donc on a le facteur de risque qui est connu de tous, c'est celui du temps de travail hebdomadaire qui est dépassé. Pour les externes, ce qui a été mesuré, c'est un temps de travail supérieur à 20 heures par semaine. On a un odds ratio à 1,38. Pour les internes, c'est le temps de travail supérieur à 50 heures, un odds ratio à 1,31. Donc là, pour s'arrêter rapidement, temps de travail supérieur à 50 heures, c'est inférieur à la moyenne de ce que travaillent les internes, en tout cas de ce qu'on a mesuré dans d'autres enquêtes, étant donné que les internes travaillent à peu près en moyenne 58 heures par semaine. Ensuite, on a tout ce qui est violence et harcèlement envers les internes. C'est l'humiliation, c'est le harcèlement, c'est les agressions sexuelles. Et là, on voit qu'on est sur un odds ratio pour l'humiliation à 1,63, pour les agressions sexuelles à 1,52 et le harcèlement à 1,43. Et le facteur de risque le plus important pour l'épisode dépressif caractérisé, ce sont les difficultés financières ressenties, soit comme peu importantes avec un odds ratio qui se rapproche des précédents, soit ressenties comme important avec un odds ratio qui là est à 2,47. Et là rapidement pour s'arrêter là-dessus, il faut bien comprendre qu'un externe, je crois son salaire horaire, il est à peu près de 1,53 € et Nicolas nous a rappelé le salaire tout à l'heure, et pour l'interne, on oscille entre 3,5 et 6 € de l'heure. Donc on est loin du SMIC horaire. Et le facteur de risque protecteur, c'est celui d'être en couple avec un odds ratio de 0,83. Je vais vous détailler les facteurs de risque qui avaient été récoltés dans l'enquête de 2017. Alors ici, on voit que pour l'anxiété, les facteurs de risque protecteurs, on a la visite chez le médecin du travail inférieure à 1 an. On a les ressources matérielles suffisantes et on a le fait d'être dans les centres hospitaliers. Ça, c'est pour ce qui serait de la structure. Et ensuite, pour ce qui serait plus du service, on a les temps d'échange dédiés avec l'interne. Et dans les facteurs de risque négatifs, on a le manque de soutien des supérieurs hiérarchiques, l'insuffisance d'encadrement et la fatigue. Ce sont des facteurs de risque et des facteurs protecteurs que l'on retrouve dans la dépression, étant donné que le soutien des pairs, le temps d'échange et le soutien des supérieurs hiérarchiques sont des facteurs protecteurs, et que là, les ressources matérielles suffisantes sont aussi des facteurs protecteurs. Et à l'inverse, les facteurs de risque, on a la fatigue, on a les violences psychologiques, et on a aussi le fait d'être dans un laboratoire, une unité de recherche. Et ce que je n'avais pas détaillé, je reviens juste en arrière, mais dans les facteurs de risque personnels liés à l'anxiété, on a les antécédents psychiatriques et le fait d'être une femme. Et dans les facteurs de risque personnels, on a la dépression, le fait d'être un homme. De la dépression, on a le fait d'être un homme, d'être en couple, d'avoir des enfants, ou les antécédents psychiatriques. Après, on va pouvoir parler donc de tout ce qui est au niveau de la fréquence des VSS. Donc là, au niveau de l'étude, ce qu'on retrouvait, c'était donc 23% d'humiliation, 25% d'harcèlement sexuel et 4% d'agression sexuelle. Donc on a essayé de pouvoir un petit peu avoir des chiffres là-dessus, parce que ce que vous avez vu, c'est qu'en termes de facteurs de risque, ça rentrait dans les facteurs de risque. On n'est pas venu sur tout le facteur financier, mais nous, à la NEMF, on avait pu faire une enquête précarité qui montrait que 40% des étudiants avaient déjà eu des difficultés financières, qu'un étudiant sur 2 ne recommandait pas ses études, et qu'un étudiant sur 4 avait déjà pensé à arrêter ses études à cause de soucis financiers. Donc ça montre un petit peu pour les difficultés financières, parce que vous l'avez vu au niveau de la rémunération qu'ils ont, elle est très faible. Mais du coup, au niveau des VSS, ça, c'est ce qu'on avait pu retrouver dans l'étude. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est la répartition
en termes de chiffres. Donc au niveau des humiliations, c'est plutôt stable, que ce soit entre les hommes et les femmes, mais au niveau de l'harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, on voit une très haute disparité, on va dire, entre hommes et femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pu retrouver au niveau de notre enquête VSS qu'on avait fait à l'ANEF. Donc ça touche que les étudiants en médecine. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que ça touche pas aussi les internes. Et là, ce qu'on avait pu voir, c'était qu'au niveau des remarques sexistes, on avait quasiment une femme sur deux qui avait déjà subi des remarques sexistes pendant son cursus, alors que pour les hommes, c'était que 12%. Donc on a quelque chose de très différent. Au niveau de la prévalence du harcèlement, on avait donc quasiment 4 femmes sur 10 qui avaient déjà subi du harcèlement sexuel pendant leurs études, donc que ça soit à l'université ou à l'hôpital, et aussi donc des remarques sur la vie privée, et on voit que pour 10%, elles avaient lieu plusieurs fois. Et vous pouvez aussi voir donc les agressions sexuelles qui étaient à 5,2%. Donc on voit que ça rejoint les chiffres qu'on a pu évoquer avant dans l'étude donc de 2021. Et quelque chose qui est assez intéressant à voir, c'est est-ce que vous l'avez signalé? On voit qu'il n'y a que 10%. Ça montre quand même, et ça c'est quelque chose sur lequel on a pu dire en introduction, on veut pouvoir travailler, c'est de pouvoir dire les situations de mal-être, dire les situations où on a subi quelque chose. Et quand on voit qu'il n'y a que 10% qui ont été signalés, ça veut dire que là, sur déjà tous les cas qu'on est actuellement en train de traiter parce qu'ils ont été signalés, ça veut dire que pour un cas qu'on est en train de traiter, il y en a 9 qui n'ont jamais été signalés et qui sont encore la face cachée de l'iceberg. Et c'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elles ne signalaient pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne signalaient pas? Souvent, c'était parce qu'elles ne savaient pas à qui s'adresser. Alors je dis qu'elles parce que souvent donc c'était des femmes, mais on voit que c'était des femmes et des hommes aussi, parce qu'ils pensaient que ça ne servait à rien, parce qu'ils n'avaient pas envie, et peur des retombées aussi. Ça c'est le point central de l'omerta à l'hôpital, dont est un terme qu'on utilise très souvent, et c'est quelque chose qu'on peut revoir aussi. Là, si ça a été signalé, est-ce que vous aviez eu le sentiment que ça a été utile? Quand on regarde, on voit que majoritairement, non, les personnes ont considéré que ça n'avait pas été utile. Et quand on voit que dans le cas des remarques sexuelles, dans le cas d'un harcèlement ou dans le cas d'une agression, et encore c'est pire en termes de pourcentage, ça montre bien qu'en fait il y a un très grand travail qui doit encore être effectué pour que tous ces cas soient traités systématiquement et que ça puisse aboutir à des sanctions et qu'on soit plus dans un cas qui malheureusement arrive où le doyen connaît le directeur du CHU qui connaît le directeur du service et ça crée une omerta. Alors que quand on a donc tous les acteurs qui travaillent main dans la main, c'est là où en fait on a le service où l'étudiant est rapidement extirpé du service. Le service, on peut avoir une enquête qui s'ouvre au sein du service et voir qu'est-ce qui se passe pour voir. Et souvent en fait quand l'enquête est lancée dans le service, c'est entre guillemets déjà trop tard parce que quand on regarde un cas signalé pour 10 cas qui se sont passés, ça veut dire que dans le service, c'est déjà peut-être passé 10 cas ou plus, mais on n'a pas pu les trouver. Aussi, où sont été les lieux de ces violences sexistes sexuelles? Là, donc c'est issu de l'étude de 2021, on voit que 76% ont été à l'hôpital. Et ça, c'est un chiffre qui est très important parce que ça montre que c'est le principal lieu où on doit pouvoir en premier mettre des mesures et que ces mesures soient fortes. Ça veut dire que oui, donc on le voit, 14% en soirée étudiante, 7% à l'université, 3% dans les autres. C'est aussi des endroits où on doit pouvoir travailler. Mais on voit que si on met d'abord les efforts au niveau de l'hôpital, c'est là où on aura les plus gros résultats parce que c'est la part très importante. Mais ça doit surtout pas cacher les différents travaux qu'il doit y avoir au niveau de la sensibilisation des étudiants, des organisations étudiantes et au niveau des soirées et aussi à l'université, la formation des enseignants et des personnels. Au niveau des auteurs, on voit que c'est très souvent des supérieurs hiérarchiques. On comprend bien, il y a cette omerta à l'hôpital dont je parlais avant, et en fait le fait d'avoir un supérieur hiérarchique, ça fait qu'on a une peur des représailles, on ne sait pas vraiment à qui s'adresser, parce que souvent on va s'adresser au supérieur hiérarchique si on a besoin de faire remonter un problème, mais si la source du problème c'est lui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc à qui on en parle. Là, on voit que pour la moitié des cas, c'est l'entourage personnel, alors que pour 0,6% des cas, c'est les dispositifs qui sont mis en place pour signaler. Donc, ça montre que quand on regarde 10% qui sont signalés 10% qui sont signalés après
donc après des problèmes, et qu'on voit que c'est 0,6% qui aboutissent, qui viennent après dans des dispositifs de prévention, ça veut dire que tous les cas qu'on voit passer dans les dispositifs de prévention, on peut se dire qu'il y en a une bonne centaine qui sont derrière et qui n'ont pas abouti dans le dispositif de prévention. Et ça, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit pour bien évaluer l'efficacité de ce genre de dispositif. Parce que pour l'instant, l'efficacité, elle est extrêmement faible, et ça date de 2021. Donc c'est quelque chose à vraiment avoir en tête, parce que quand on se dit on a pu traiter une dizaine de cas, ça veut dire que derrière, il y en a beaucoup plus. Et enfin, donc on a pu faire une analyse lexicométrique des commentaires libres. Donc ils avaient, comme a pu le dire Aloïs, à la fin du questionnaire, des commentaires libres. Et au niveau de ces commentaires libres, ça se distinguait en 3 familles à peu près. Les conditions d'études et de travail. Là, on voit que les termes utilisés, c'est études, travail, médecine, étudiant. Mais c'est aussi difficile, c'est aussi santé, c'est sentir, monde. Là, c'est quelque chose qui est plutôt neutre, entre guillemets. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est dans les troubles psychopathologiques conséquents. Donc ça veut dire qu'un quart des commentaires qui ont été mis contenaient en fait ces mots-là, avec consommation, déprimée, suicidaire, sévère, sommeil, tristesse, représentatif, psychiatrie. Et enfin, 8% des commentaires qui contenaient des termes comme remarque, comme viol, comme blague, comme soirée, sondage, victime, violence, harcèlement. Voilà. Enfin, donc au niveau des forces, en termes scientifiques de l'étude, donc on a pu faire des envois sur des canaux différents, ce qui permettait d'avoir une population un peu plus diversifiée. L'utilisation de la HAD, qui nous a permis de comparer avec l'étude de 2017 pour avoir une évolution dans le temps, ce qui permettra peut-être dans plusieurs années de refaire une enquête, et l'utilisation du CDSF, d'une prévalence sur 1 an, qui nous permettait aussi de faire des comparaisons par rapport à l'enquête OVE. Au niveau des limites, alors c'est une limite et c'est un avantage entre guillemets, le taux de réponse de 15%, qui peut être considéré comme une limite parce qu'on n'a pas 100% de la population, mais comme une force de l'étude parce qu'on a plus que les études de référence actuellement, et qu'on a eu aussi pas de transmission du questionnaire par certaines facultés, où il y a eu des soucis de communication entre les facultés et nos organisations pour la transmission des études, ou alors des refus de transmettre. Donc là, je vais vous parler du temps de travail. Alors d'abord, le temps de travail des externes en stage qui, je le rappelle, sont à mi-temps. Donc on a moins de 20 heures pour 44%, donc une certaine majorité. Entre 20 et 30 heures pour 39% des externes et plus de 30 heures pour 17%. C'est combien le temps de travail normalement des externes? Je le connais pas moi. C'est 20 heures, donc voilà. Donc qui dépasse les 20 heures, on a plus de 2 tiers quasiment qui dépassent le temps de travail réglementaire, en tout cas pour les externes. Là, je vais vous présenter, pour continuer dans la maltraitance institutionnelle et le non-respect des droits et des conditions de travail, l'enquête Opinionway qui avait été commandée par le ministère des Solidarités et de la Santé cet été. Alors, c'est une enquête qui était assez originale parce qu'ils ont à la fois consulté les hôpitaux, les établissements qui accueillent les internes et les internes. Donc, on a 250 contributions d'établissements et 2000 réponses d'internes, donc ce qui est assez conséquent. Le petit bémol que je voudrais souligner quand même sur cette enquête, c'est qu'elle a été faite pendant l'été, mais les résultats de l'enquête sont à peu près similaires aux résultats d'enquêtes précédentes faites par l'ISNI et par l'ISNAR ou la NEMF. Donc, une des premières questions, je ne vous ai pas mis toutes les questions, je vous ai vraiment mis les questions qui étaient le plus représentatives et les plus pertinentes. Donc, la première question qui a été posée, c'est les internes ont-ils réalisé plus de 8 demi-journées? C'est le temps de travail réglementaire en stage. Donc, pour les établissements, c'est oui à 37%, alors que pour les internes, ce qu'ils vivent, c'est oui à 90-98% pour les spécialités chirurgicales. Donc, déjà, si on peut s'arrêter sur cette diapo et dire que là, moi, je crois que les établissements ont répondu ce qu'ils pensaient. Mais le problème, c'est que là, le thermomètre, il est un peu cassé parce que les internes, soit ne remplissent pas bien leur tableau de service, soit ils ne sont pas bien vérifiés par les chefs de service derrière. Donc, on a des résultats de la part des hôpitaux qui sont décorrélés de ce que vivent les internes, et on va le voir après pour la suite des questions. Et donc, à la question au-delà de 8 demi-journées, combien de demi-journées sont réalisées?
Pour les établissements, c'est de 1 à 2 demi-journées, 88%, 3 demi-journées, 12% à peu près. Alors que pour les internes, c'est presque l'inverse. C'est 64% plus de 3 demi-journées et 36% 1 à 2 demi-journées. En tout cas, pour les spécialités chirurgicales, c'est un peu plus faible pour les spécialités médicales. En fait, là, quand on réalise à 60 ou à 50% plus de 3 demi-journées, on fait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et une demi-journée en plus le week-end. Et on ne fait pas les 2 demi-journées de formation qui sont nécessaires à l'interne pour se former. Donc, c'est un gros problème. Et c'est ce qu'on reproche, c'est ce manque de 2 demi-journées de formation qui est consommé par l'hôpital pour y travailler. Au niveau du volume horaire de travail effectué par les internes, donc là, ils se sont arrêtés à plus de 51 heures dans leur questionnaire, mais on sait que dans la réalité, la moyenne, je vous l'ai rappelé, elle est à peu près de 55-58 heures, et c'est ce qu'on voit presque dans ce questionnaire aussi. Et certes, dans certaines spécialités chirurgicales, on peut même aller jusqu'à 80 heures, 90 heures, 100 heures, et ça peut même dépasser de manière exceptionnelle. Donc, réalise moins de 48 heures, 29% des internes. Donc, c'est le temps de travail légal maximum, mais si dans la fonction publique hospitalière, on pourrait dire que c'est 35 heures, mais ça peut aller jusqu'à 44 heures, 48 heures, et dans la réglementation française, ça peut même dépasser aller jusqu'à 60 heures. Mais en tout cas, la 48, c'est 30%, et au-delà de 48, c'est 70%, donc 2 tiers des internes qui dépassent largement ce volume de travail effectué, et on l'a vu, ça a des répercussions importantes sur la qualité de vie des internes et sur leur santé. Là, j'ai mis cette diapo-là, c'est la durée moyenne d'une demi-journée. On voit qu'en moyenne, elle dure plus de 5 heures. C'était juste pour mettre en corrélation ce qu'on avait vu sur les demi-journées et le temps de travail à côté. Alors là, j'ai mis cette diapo sur le respect du repos de sécurité. Donc, on voit qu'il est toujours respecté, en tout cas pour les urgences, la réanimation et les spécialités médicales. Mais là, encore une fois, c'est les spécialités chirurgicales le problème, parce qu'un interne sur 2 n'a pas de repos de sécurité, c'est un problème. Et là, on voit que les établissements, pour le coup, ils sont d'accord avec les internes, ils vous ont à peu près les mêmes chiffres, même inférieurs. Les internes sont plus précis sur ce point-là aussi. Sur la pause des congés annuels, donc là, c'est encore le dernier problème que je voudrais soulever ici, c'est que près d'un tiers des internes ne peuvent pas prendre tous leurs congés annuels. Et voire n'en prennent pas. Sur une autre diapo, c'était la moitié des congés annuels qui ne sont pas pris. Donc, en conclusion de ces 2 enquêtes, on a une augmentation de la souffrance des étudiants en médecine. C'est 2 étudiants sur 3 externes ou internes qui ont fait un burn-out l'année du questionnaire. C'est un étudiant sur 4 qui a fait un épisode dépressif sur la dernière année. C'est un étudiant sur 5 qui a eu des idées suicidaires sur la dernière année. Et sur les violences sexistes et sexuelles dont on a déjà parlé, c'est un étudiant sur 4 qui a été victime d'harcèlement sexuel et un étudiant sur 4 qui a été victime d'humiliation. Donc voilà, et là on vous présente les personnes qui ont participé à la réalisation et à la conception de cette étude sur la santé mentale en 2021. Merci beaucoup. C'était bien sûr dans la première partie de ce webinaire, c'est bien sûr un élément majeur d'avoir ces chiffres-là, puisqu'à un moment donné, on peut discuter de tout, mais pas des chiffres. Et donc, voilà, ces chiffres-là, vous les avez aujourd'hui. Vous pourrez les reconsulter si vous n'avez pas eu le temps de bien tous les saisir. Ils seront bien sûr disponibles. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter le Dr Rachel Baucher, qui est la présidente de l'intersyndicale nationale des PH et qui va nous présenter son point de vue. Merci encore d'être présent. Bien, bonjour à tous. Alors, vous ne me voyez pas, je vais quand même montrer mon visage, parce que je trouve que c'est, disons, on se parle, je crois que c'est aussi très important de savoir qui y a derrière un masque. Merci de m'avoir invité à parler de la souffrance des médecins. Alors, bon, c'est vrai qu'on est frappé, on est quand même sous le coup, quand même, de vos chiffres. J'ai été externe, j'ai été interne. Ça m'est arrivé d'avoir eu des problèmes d'harcèlement. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que moi, comment je m'en sortais, je dis juste ça, parce que ça m'a fait remonter ça. Moi, je claquais la porte. Alors, François Grémelu, que vous connaissez, qui m'a connu après en tant que syndicaliste, probablement que ça m'a aidé à faire une carrière de syndicaliste, parce que effectivement, j'étais plutôt dans la résistance, même très jeune. Alors, parmi les professionnels et
les médecins des hôpitaux, avant de vous donner quelques chiffres, je voudrais vous dire, c'est vrai qu'on a constaté que la souffrance était en constante augmentation. Et je dirais, il n'y a pas une semaine où les médias en font l'écho, et je pense que c'est une bonne chose, parce que cette médiatisation, en fait, signe en partie la fin de l'omerta. Donc je crois que ces médias nous aident par rapport à ça. Alors, je dirais qu'on parle souvent de la souffrance des patients, mais on ne parle pas assez de la souffrance des médecins. Et en fait, il faut le dire, nous ne sommes ni des dieux, ni des héros. Je dirais qu'on pourrait dire que nous sommes des colosses par rapport à nos savoirs, mais au pied d'argile. Et je voudrais revenir juste une seconde sur la période Covid, où on nous a traités en héros, et cette position héroïque, vous savez, je suis psychiatre aussi, alors bon, ça nous a aussi privés d'exprimer des émotions, et ça a entraîné certains phénomènes de dépersonnalisation qui peuvent être à l'origine de burn-out. Donc je pense que c'est aussi important. Donc moi j'étais assez mécontente des applaudissements du 20h. Alors pour être vrai, je voudrais quand même dire que le fait d'être médecin et la spécificité d'être médecin à l'hôpital, avec ses grands déterminants, je ne veux pas revenir, je pense que, disons, c'est bien François Crémieux que le professeur Jouve l'évoquera, c'est-à-dire l'organisation, les financements, la gouvernance, etc. Ça ne s'apprend pas pendant les études de médecine, et on voit qu'en fait, il y a en cours des évolutions, voire des révolutions très importantes, liées au métier de médecin, notamment des hôpitaux. Si on prend par exemple le nombre de réformes, au moins 9 en 25 ans. Disons, ce quinquennat, on en a eu 2. On a Plan Santé 2022 et on a eu le Ségur. Et donc ça, par rapport à ça, ça situe aussi notre place en tant qu'intersyndicat. L'intersyndicat que je préside est là aussi pour informer par rapport au texte, accompagner les médecins par rapport à ces évolutions, les écouter et aussi prévenir, bien sûr, les accompagner quand il y a les conflits, mais aussi prévenir les éléments de conflit. Je peux vous dire qu'il y a tous les jours, on reçoit des mails, et ce qu'on sait, c'est qu'il faut répondre rapidement. Parce qu'il ne faut pas que les conflits s'enlisent, s'enquistent. Plus ça dure, et plus c'est difficile à faire bouger. Donc il faut essayer de répondre assez rapidement. Alors, juste avant de donner quelques chiffres par l'Observatoire, je voudrais dire aussi que être médecin, quand même, c'est pas un métier tout à fait comme les autres. Pourquoi ? Parce que, on a choisi ce métier. On l'a choisi, on l'a voulu, parce que, vu le nombre d'années d'études qu'on a fait, et on l'a choisi par passion, on l'a choisi par conviction. Et je pense qu'il faut aussi revenir sur l'importance de l'ancrage humain du métier de médecin. Mais ce qui se passe, c'est que la médecine moderne, c'est devenu extrêmement complexe. Par rapport à la surenchère des savoirs qui nous met en fragilité permanente, par rapport à cette surenchère de la technologie de pointe, par rapport à cet excès de technologie administrative et par rapport à tous les coûts faramineux qu'il faut digérer. Et donc, juste revenir sur le fait, on est des hommes et des femmes, mais vulnérables. Et aussi, il faut savoir s'écouter sur cette vulnérabilité, parce que cette vulnérabilité, ça permet d'accepter peut-être certaines blessures qu'on a, et ces blessures, c'est ce qui nous a fait devenir médecin. Je veux dire que ce n'est pas par hasard qu'on devient médecin. Alors, juste au niveau de la population active, il y a 10% de professionnels de santé et 7% sont au sein des hôpitaux publics, vous le voyez. Donc, vous l'avez très bien détaillé. Il y a une vulnérabilité beaucoup plus importante puisque le risque suicidaire, il est 50% plus important qu'en population générale. Alors, la souffrance, disons, des soignants, dès 2007 déjà, c'est une de mes amies, Madeleine Estrine Béard, qui avait évoqué l'enquête Next Press et qui a été suivie par une autre étude, l'étude CESMAT en 2011, sur la santé et la satisfaction des soignants, et mettait déjà en valeur 3 éléments majeurs que vous voyez là. C'est la valorisation au quotidien du travail par une meilleure organisation, par une clarté des rôles de chacun. Le développement, c'est le développement de la prévention. Il manque le développement de la prévention des risques psychosociaux, justement par des soutiens psychologiques ou par des appels d'aide aux plateformes qui étaient en cours. Et puis, déjà noter la frilosité des pouvoirs publics, donc stimuler les pouvoirs politiques et les décideurs sur la prise de conscience de cette
de cette pénibilité. Absolument. Au niveau de la CME, je pense qu'il y en a bien sûr à Marseille, puisqu'on est à Marseille, la commission de vie hospitalière. Cette comité de vie hospitalière, en fait, qui est apparu dans les textes sous la loi Touraine, on y avait travaillé avec le pacte de confiance d'Édouard Couty en 2014, est apparu en 2016 avec la loi Touraine. Mais on s'aperçoit que certains établissements comme la PHP avaient déjà mis en place dès 2007 cette commission de vie hospitalière pour déterminer la qualité de vie au travail, les conditions de travail des praticiens hospitaliers. C'est un lieu d'expression. On s'aperçoit qu'au niveau régional aussi, là où il y a des commissions paritaires régionales, où les syndicats sont présents, les présidents de CME, les directeurs, l'ARS, il y a les commissions paritaires régionales où peuvent être déposées, qui peuvent être relancées par rapport à des situations de conflit. Dès 2010, on s'aperçoit qu'un rapport IGAS est demandé à Marie-Ange de Sailly-Chanson, un rapport IGAS très important où il y a 57 recommandations. Elle détaille tout, je ne vais pas vous en parler, mais où elle détaille les différentes instances locales, régionales, nationales, où elle évoque l'importance de la commission de vie hospitalière. Elle évoque aussi l'importance de soustraire les praticiens qui sont en souffrance, et non pas forcément de leur dire de démissionner ou de muter, mais peut-être avoir une mobilité, utiliser l'opportunité des GHT. Alors, c'est une idée, il faut être prudent, parce que moi j'avais appelé ça les praticiens sac à dos, attention, si on est bougé comme ça, je ne sais pas si ça va dans le sens d'une reconnaissance d'une action médicale. Mais disons en tout cas, il y avait cet essai. Par contre, je le cite parce que c'est 2016 et aujourd'hui on est début 2022. Au niveau de ces recommandations, pour l'instant, il n'y a pas eu d'éléments forts, en tout cas au niveau politique. L'action de Donata Marra, surtout par rapport à vous, je l'ai croisée la semaine dernière, puisqu'on était sur une action de médiation, et elle m'a dit, elle a beaucoup œuvré, elle a fait la commission nationale d'appui, que vous connaissez, mais malheureusement, les choses se sont arrêtées, on n'a pas très bien compris pourquoi, ou si, on sait peut-être, mais c'est peut-être justement assez gênant, puisqu'elle avait mis en avant justement les priorisations, les actions prioritaires à déterminer, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau hospitalier. Et puis surtout l'importance de la réalité d'une médiation spécifique dans les hôpitaux, avec l'action d'Édouard Couty, qui a travaillé en 2017-2018. Et donc, il y a eu un texte en août 2019 qui a créé un médiateur national. Aujourd'hui, c'est Daniel Toupillet, entouré de 10 médiateurs régionaux qui sont entourés d'une commission de médiation. Et cette médiation, elle est adaptée à la culture hospitalière et aux difficultés d'organisation dans les hôpitaux. Alors, les données chiffrées, j'ai pris, c'est de 2020, viennent de l'Observatoire au travail par nos collègues d'action des praticiens hospitaliers. Entre 2017 et 2020, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et je dirais même, à ma grande surprise, en 2020, il y a moins de fiches de déclaration de praticiens hospitaliers qu'en 2017, 2018, 2019. Alors peut-être que les praticiens étaient au travail, peut-être que mobilisés par le Covid, disons, en tout cas, ils ont moins pensé à déclarer, mais on a toujours, c'est sous-déclaré. Ça, c'est clair. Il y a les fiches de déclaration sont faibles par rapport à, par exemple, moi, ce que j'ai comme mail, comme je vous ai dit, disons, il n'y a pas une semaine où j'ai entre 3 et 5 mails de demandes ou des praticiens qui évoquent leurs difficultés. Alors, juste, vous voyez, au niveau des chiffres, en fait, dans les hôpitaux généraux, quand même, c'est là où on retrouve le plus de souffrance au travail, on retrouve ce que vous disiez au niveau des femmes. Disons, on a des femmes plus fragilisées que des hommes. Et c'est vrai qu'on n'a pas la situation de couple, mais c'est vrai que souvent, c'est les femmes célibataires. Et là, on n'est pas du tout dans vos âges, mais on voit qu'on a un âge médian qui est de 53 ans. Alors, tout à l'heure, il y a eu, on l'évoquait par rapport à la question des chefs de service. Les chefs de service, chefs de pôle ne sont pas exempts de souffrance parce qu'eux aussi, ils sont mis dans une situation, ils sont soumis à gérer des choses qu'ils ne peuvent pas gérer, soit faute de formation, soit faute aussi de personnel médicaux, ou faute aussi de budget. Donc en fait, on voit, on a quand même, dans les fiches, on a un tiers. On a un tiers chef de service, chef de pôle et 2 tiers. Alors, au niveau des spécialités, en 2020, on a
l'anesthésiste réanimation, la médecine d'urgence, biologie, gynécologie, obstétrique, mais l'année précédente, il y avait plus de pharmaciens et plus de psychiatres. Donc en fait, on a à peu près toutes les spécialités sont touchées et c'est variable. Au niveau du temps de travail, on a moins ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire la critique au niveau de l'augmentation, c'est moins sur le temps de travail et beaucoup plus sur les conflits de personnes et sur les conflits avec la hiérarchie. Mais quand même, on le voit, la souffrance est très élevée puisqu'on arrive à, sur une échelle quand même de 1 à 10 à 8. 8, c'est important. Et puis, avec un sentiment quand même de danger imminent. C'est là qu'on trouve, danger imminent, les idées suicidaires ou les problèmes d'addiction, de polyaddiction. Alors, au niveau, ça c'est la suite, disons, c'est dans l'ordre, l'ensemble des souffrances qu'on trouve. En 1, on trouve toujours les troubles du sommeil, parce que c'est la première chose, les troubles du sommeil sont aussi bien, arrivent seuls, sont ou l'équivalent de dépression, ou sont en lien aussi avec des stress post-traumatiques, ou en lien également avec des problèmes d'addiction qu'on a vu. Alors là, vous voyez, on a sommeil, anxio-dépressif, troubles du comportement alimentaire qui sont importantes. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la souffrance, elle n'est pas seulement sur le praticien ou sur la praticien, mais il y a un retentissement sur la vie affective qui est inévitable. Disons, c'est inévitable, on est la même personne. Et donc, c'est ça surtout qu'il faut noter, c'est que la souffrance de l'un entraîne la souffrance de l'autre, voire la souffrance d'une famille. Et donc, le couple et la famille sont là. Alors, au niveau des solutions, là, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est se retirer de la situation de stress. Alors, dans l'étude, il est mis mutation 25%, démission 40%. J'ai vérifié. Au niveau du CNG, aujourd'hui, c'est moins de démissions que de disponibilité. Par contre, depuis 2015, entre 2015 et 2020, il y a un nombre de disponibilités qui a accru. Alors après, bon, ils reviennent ou ils ne reviennent pas, mais le nombre de disponibilités qui entraînent des trous importants dans les équipes hospitalières. Là, on voit, donc, ça, c'était les conséquences. Alors, au niveau des causes, donc, on voit, effectivement, en 1, c'est la gouvernance. En 1, sous la gouvernance, et la gouvernance de l'établissement, et la gouvernance au niveau des pôles et des services, avec la question ou du harcèlement moral, ou de la désorganisation grave et chronique du service dans lequel on ne s'y retrouve pas, dans lequel le praticien ne sait plus où il en est. Alors, bien sûr, c'est aggravé par ou le déficit du personnel médical, ou par la mutation, c'est-à-dire les gens changent, c'est-à-dire où l'un remplace l'autre. Mais c'est pas pareil, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de fidélisation du corps médical, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors, dialogue impossible avec les responsables, c'est vrai que vous en avez parlé, je crois que c'est important, mais je crois qu'à partir du moment où il y a des difficultés, c'est là où c'est très important de le faire savoir, ce que vous disiez, Madame Degré, ce qui existe. Il existe. Quand on ne peut plus se parler, il faut en parler à quelqu'un, et donc pour qu'il y ait un tiers. Ça, c'est évident, c'est-à-dire un tiers. Alors, dans les hôpitaux, au niveau local, il y a, dans la commission de vie hospitalière, il y a les instances qui amènent à la conciliation, voire la médiation. Après, il y a les médiateurs des hôpitaux, là, qui sont formés. Et c'est vrai que quand le dialogue est impossible, on voit, et si on prend assez vite la situation, avec soit un conciliateur au niveau de la commission de vie hospitalière, soit un médiateur, parce que je peux vous dire qu'ils sont très peu sollicités. C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire une formation de médiation. Les médiateurs sont très peu sollicités alors qu'il y a énormément de situations. Et si on intervient au début, ça évite que la situation s'enlise, ça évite qu'il y ait une aggravation des troubles dépressifs avec les idées suicidaires, avec l'addiction, avec les retentissements sur la vie de famille et ainsi le cercle vicieux. Alors, la désorganisation liée à la crise sanitaire, si vous voulez, ça se rajoute en plus. On va dire, c'est en plus 25%. Mais on voit, dans tous les cas, il y a une surcharge émotionnelle. Et dans les protections fonctionnelles que le praticien peut demander à l'établissement, ils le font assez peu, dans 66%. Et je ne sais pas pourquoi, dans 44%, ça a été refusé. Ce qui m'apparaît beaucoup, mais c'est ce qui est noté. Alors voilà, vous avez donc ça. Donc je pense que ça fait peut-être plaisir à François Crémieux, parce que François, c'est que dans un tiers des cas, finalement, les conflits avec le directeur. C'est vrai qu'on dit toujours, c'est le problème des directeurs, c'est le problème du directeur. Bon, je crois que, disons, il y a le problème avec la direction, il passe après celui avec les collègues.
Et là, moi, je vois, parce qu'on a souvent, dans les mails qu'on a, c'est les conflits entre collègues, entre hospitaliers et hospitalo-universitaires, entre des générations différentes, entre des statuts différents, qui sont praticiens contractuels, praticiens hospitaliers, et on s'aperçoit quand même, c'est plus de 2/3, c'est des collègues. Hein, c'est des collègues. Il y a 10%, c'est mis quand même infirmiers. Donc, comme je vous ai dit, quand il y a des conflits, 2 éléments majeurs. 1, dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a problème, dès qu'il y a des organisations, il faut en parler. Il ne faut pas rester seul. Il faut en parler à quelqu'un. Et 2, il faut intervenir tôt. Il ne faut pas laisser que la situation s'enlise. Bon, alors c'est vrai qu'à la suite, quand même, on sait de ces problèmes de gouvernance. Comme je le disais, nombreuses réformes en très peu de temps. Personne ne les connaît, personne ne sait qui a le pouvoir, qui est responsable, comment les choses s'organisent, personne ne sait. Et on voit que dans le cadre des GHT, où c'est des grands... le groupement d'hospitaliers de territoire, le risque, c'est que le praticien se sente très anonymisé. Il a l'impression que ce qu'il fait, il ne se rend pas compte, il ne voit pas l'action, les effets de son action. Et ce qu'on a là, c'est une absence de reconnaissance. Alors, au niveau des phénomènes de harcèlement, des harcèlements moraux, donc on retrouve un peu les éléments que vous avez évoqués. Donc, il y a du mépris des considérations aussi publiques, hein. C'est souvent devant des tiers, donc ce qui est extrêmement douloureux pour le praticien. Mais ça peut être aussi les mises en placard, l'isolement, et dans 3% des cas, l'agression physique. Donc, dans 1 sur 2 souhaite être contacté. Moi, je dirais, disons, là, c'est ce qui a été redonne l'enquête. Moi, ce que je vois, c'est dans les mails qu'on m'envoie, les gens veulent toujours être contactés. Et je me souviens d'une situation il y a pas très longtemps, il y a 1 mois. Vous savez comme on en a tous les jours, alors bon, ou 1 jour sur 2. Et il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il m'a fait 3 mails dans la même journée et il a essayé de m'appeler parce que mes coordonnées sont là. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Mais j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est trop. Je l'ai appelé à 10h du soir parce que j'ai mis une journée noire. Et en fait, il était désespéré. Et c'était l'ancien président de CME qui était harcelé par le nouveau président de CME qui voulait le mettre au placard et convoqué le lendemain matin à 9h en présence du directeur. Alors je vous dirai pas, parce qu'on connaît beaucoup de choses dans les hôpitaux, c'est beaucoup ce qui se passe. Mais c'est vrai que le fait d'avoir pris le temps de lui parler, puis on lui a donné des conseils, et puis on l'a accompagné d'un point de vue syndical, c'est vrai qu'il a abordé la situation le lendemain matin beaucoup mieux, et il y a eu une solution. Bien sûr, parce qu'il ne s'est pas passé, les choses ont baissé d'un cran, et on a demandé qu'il y ait aussi une médiation qui soit entreprise. Alors, au niveau du soutien, naturellement, les médecins vont sur leur médecin traitant quand ils en ont, puisque 1 sur 2 n'en a pas, ou un psychologue, ou même le président de CME qui a une très bonne image, ou un collègue ami. C'est curieux parce que spontanément, ils ne vont pas au Conseil de l'Ordre, au niveau des CPR, des commissions paritaires régionales, il y a très peu de demandes. Nous, on se rend compte quand on les conseille, on leur dit, il y a les commissions paritaires régionales, il y a la commission de vie hospitalière, il y a le CNG. Le CNG, c'est le lieu. Le CNG, c'est le lieu quand même des praticiens hospitaliers, de gestion des praticiens hospitaliers. Et en fait, les praticiens n'y vont pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, vous savez, on a un savoir en tant que médecin qui est lié à l'acquisition des connaissances. Mais ce qu'il faut, c'est aussi pendant sa carrière, parce qu'on n'est pas seulement en tant que jeune collègue, mais il faut développer le savoir-être. C'est-à-dire développer aussi des qualités de réflexion centré sur notre pratique, centré sur l'outil qui est l'hôpital public et centré sur le système de santé qui est un peu particulier. Et ça, il faut, au-delà du savoir scientifique, il faut développer ce savoir-être et ce savoir-faire. Ça m'apparaît tout à fait indispensable. Alors, en conclusion, donc, je vous ai présenté cette étude qui était liée à l'observatoire des souffrances au travail, avec les causes et conséquences. Mais ce qui m'apparaît très important, c'est la déstigmatisation des soignants. Parce que les soignants, ont peur d'évoquer la souffrance, ils ont peur à ce moment-là d'être sous-évalués ou d'être déconsidérés, alors qu'il faut au contraire
leur apprendre à repérer leurs souffrances, demander de l'aide et en tous les cas faire que la santé et le bien-être des praticiens soient une priorité avec une facilité d'accès aux soins. Je vous ai juste mis la Marguerite là, de la qualité de vie au travail que certains connaissent, c'est-à-dire que ça nous permet de bien travailler sur le contenu des métiers, la santé au travail, les compétences, le management, les relations au travail. Mais il faut bien, donc bien sûr, il faut prendre du temps, mais il faut que cette commission de qualité de vie au travail au sein des CME soit beaucoup plus approfondie pour permettre d'aborder toutes ces questions. Et en clair, en conclusion, je vous mettrai c'est APID. Parce que je vous ai mis ça, parce que c'est facile à retenir, c'est pour vous retenir. APID, ça veut dire quoi? A, ça veut dire c'est anticiper sur les situations de crise et anticiper donc sur les impacts que ça peut avoir. Comme je l'ai dit, non seulement sur le praticien, sur le service, sur sa femme, sur ses enfants. Donc anticiper. P, c'est planifier. Planifier, avoir un plan de résilience pour pouvoir aussi déterminer les éléments de ressources des praticiens par des plans de formation adaptés. I, c'est identifier les bonnes réponses et les ressources disponibles autour par rapport aux situations de conflit. Et le D, c'est dissuader les effets délétères. Et ça, c'est par des campagnes d'information sur les risques des addictions, notamment les polyaddictions, les problèmes de peur irrationnelle qui peuvent entraîner des conduites inadaptées et qui peuvent engendrer des blessures profondes. Et moi, je pense, si vous voulez, pour avoir travaillé quand même beaucoup d'années dans les hôpitaux, c'est qu'il y a quand même, et là on l'a vu, un certain mépris quand même des politiques publiques par rapport au métier du soin. Et je le dis parce que les applaudissements de 20 heures, en tout cas, n'ont pas répondu à nos attentes, n'ont pas répondu à nos attentes en termes de reconnaissance. Et parce qu'on, je veux dire, on est piégé par la logique comptable. C'est pour ça, là, aujourd'hui, les hôpitaux fonctionnent à l'aune de la rentabilité. Et c'est mon ami Alain Suppiot du Collège de France qui parlait de la gouvernance par les nombres. Disons, actuellement, l'hôpital pêche probablement par ça. Et donc, en finir avec l'invisibilité du soin. C'est-à-dire, je crois que c'est aussi important qu'on puisse se rendre compte que le soin, au cœur du soin, il y a bien sûr de l'humain, mais c'est pas de l'humain comme ça. C'est vraiment réfléchir sur la relation au patient, sur la relation à soi-même. Et quand on est médecin, surtout quand on est jeune médecin, je m'adresse aux jeunes médecins, c'est-à-dire qu'on oscille, même après, mais on oscille quand même entre utopie et déception, et idéaliste et désappointement. Mais si je voudrais vous faire passer le message ce soir, c'est qu'il faut pas céder ni à un certain orgueil, c'est-à-dire, moi je serais plus fort que les autres, donc je ne dirais pas que je souffre, je ne dirais pas que j'ai été humilié, c'est ce que vous avez dit quand vous dites qu'il y en a 1 sur 10 qui le disent. Il ne faut pas céder ni à l'orgueil, ni au découragement, pas plus à l'indifférence en disant ça passe, c'est rien. Non, il faut savoir s'écouter et il faut savoir demander de l'aide. Et je terminerai par la citation de Mark Twain, que j'aime beaucoup, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. » Merci. Merci infiniment, Dr Baucher, pour votre engagement et l'authenticité de vos propos. Je vais encore faire une petite manip avant d'accueillir Laurence Marbach, qui est la présidente et fondatrice de la LIPSEM, la Ligue pour la protection de la santé des étudiants et des internes en médecine. Laurence, je te laisse la parole et encore une fois, merci d'être parmi nous ce soir. Avec plaisir. Donc bonjour à tous, je suis donc Laurence Marbach, j'enlève 2 minutes mon masque pour qu'on puisse voir mon visage. Et je suis effectivement la présidente de la LIPSEM, association qui a été fondée le 2 mai 2020. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de faire un exercice un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Habituellement, je suis plutôt en train de parler propositions, solutions. Aujourd'hui, on m'a juste demandé d'apporter un témoignage, ce que je vais faire. Et donc, je vais vous raconter une histoire. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille. L'histoire d'une petite fille blonde avec des lunettes, une petite fille très intelligente, assez précoce,
et extrêmement curieuse de nature. Cette petite fille grandit et un jour au collège, on dissèque des grenouilles et elle rentre à la maison, elle dit à ses parents « Alors moi, je veux devenir vétérinaire ». Très bien. Et un an plus tard, elle revient les voir, elle leur dit « Non, 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 c'est pas vétérinaire que je vais être, je serai médecin. Je veux être médecin parce que les animaux ne parlent pas, mais les hommes, les humains, eux, ils parlent. » Et à partir de ce moment-là, cette petite fille, elle n'a plus qu'un seul rêve, c'est de devenir médecin et de soigner les autres. Alors elle grandit, elle va au lycée, elle passe brillamment son bac, et bien entendu, cela va de soi, elle entre en première année à la faculté de médecine qui est à côté de chez elle. Alors là, elle découvre quand même qu'il faut travailler un peu. Elle découvre que c'est quand même un univers dans lequel règne une forme de compétition. Elle raconte à ses parents que quand même à la bibliothèque, il y en a qui vont piquer les cours des autres, comme ça ils les ralentissent dans leur révision et puis ils ont moins de chances de réussir le concours. Elle dit ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais elle s'accroche parce que de toute façon, elle garde cet objectif en tête et elle réussit bien évidemment cette première année et poursuit son parcours et ses études de médecine. Et voilà qu'elle devient externe et qu'elle découvre l'hôpital. Elle découvre l'absence de moyens matériels, elle découvre les brimades, cet univers violent qui a été décrit là par certains d'entre vous. Elle déplore aussi quand même que plutôt que de se former, elle passe quand même la moitié de son temps au téléphone ou à brancarder des patients. Mais malgré tout ça, ça n'empêche pas son plaisir qu'elle découvre aussi soigner les autres. Et cette fierté immense qu'elle a à se mettre au service des patients et à apprendre la médecine. Alors arrivée en 4e année, elle aussi, elle commence à préparer le fameux concours de l'ECN dont tout le monde parle et que tous les étudiants connaissent fort bien. Elle s'y donne à fond et elle se fixe un objectif, bizarrement. Elle déclare un jour qu'elle a des ambitions et qu'elle souhaiterait être dans les 1000 premiers de cet examen. Et elle fait même un pari. Elle décide que si jamais elle obtient ce résultat, elle se teindra les cheveux en rose. Les parents restent perplexes, mais bon. Finalement, elle réussit son objectif. Elle travaille avec acharnement. Elle est capable de citer, lorsqu'on lui pose une question, dans quelle page du collège se trouve la réponse. Elle ne fait que travailler pour atteindre cet objectif et elle l'atteint. Et donc elle est tellement heureuse qu'elle se teint les cheveux en rose. Et ça lui va très bien. Et à partir de là, eh bien, comme elle a obtenu cet excellent résultat qu'elle espérait tant, elle choisit ce qu'elle rêvait de faire, elle choisit la spécialité qu'elle rêvait d'exercer, c'est l'hépatogastro-entérologie. Et elle explique à son entourage, oui, je sais, c'est pas sexy, mais c'est passionnant, c'est la spécialité que je veux faire. Elle choisit également de l'exercer dans la région lyonnaise, alors qu'elle est parisienne, parce que c'est une jeune fille qui adore le ski, qui adore l'escalade, et elle se dit que, ma foi, en région lyonnaise, ce sera quand même plus sympa qu'à Paris pour exercer ce genre d'activité. Et donc, elle s'installe à Lyon. Elle est extrêmement heureuse d'acquérir enfin une forme d'indépendance, parce que malgré un salaire, on l'a vu, qui n'est pas brillant, tout de même, ça lui permet d'avoir une forme d'autonomie financière, de quitter ses parents et de s'installer seule comme une adulte. Elle démarre son premier stage d'internat dans un service où règne une très bonne ambiance de travail, un service très bienveillant. C'est aussi un service difficile, un service dans lequel il y a des patients atteints de maladies graves, des maladies inflammatoires, des cancers, et donc un service où il y a beaucoup de travail, mais un service aussi où elle apprend beaucoup. Et donc, lorsqu'elle raconte ce qu'elle fait, lorsqu'elle parle de son travail, on dirait un papillon qui sort de sa chrysalide. C'est une
C'est un plaisir de l'écouter parler de son travail et de la voir réaliser son rêve enfin. Alors elle se donne à fond. Elle se donne à fond pour ses patients. Il faut savoir que c'est une jeune fille empathique, que c'est une jeune fille qui s'intéresse aux patients et qui a à cœur de trouver la meilleure solution pour soulager les douleurs en particulier. Elle se donne aussi à fond dans sa formation parce qu'elle a toujours cette curiosité scientifique qui la tient. Et avec son caractère obstiné, un peu perfectionniste, elle se met à travailler sans compter. Elle travaille 80 heures par semaine, du lundi au vendredi, parce qu'il y a aussi les week-ends. Le week-end, il y a les astreintes, samedi et dimanche. Parfois, il y a un congrès de spécialité, il y a une formation. Et parfois aussi, les semaines et les week-ends s'enchaînent. Une semaine, week-end travaillé, deuxième semaine, troisième semaine. Et donc, elle commence à être très fatiguée. Elle découvre aussi, en tant qu'interne de premier semestre, le stress de la garde. Un beau jour, elle est de garde et on l'appelle. Elle se retrouve face à un patient engagé qui ne va pas bien du tout. Elle appelle la réanimation. Les réanimateurs lui répondent qu'ils n'ont pas le temps et qu'elle se débrouille toute seule. Et elle doit se débrouiller toute seule pour la première fois. C'est pour elle un événement marquant et un stress important. 15 jours plus tard, une nouvelle garde et de nouveau un patient qui va très mal. Et là, pour la première fois, elle va signer son premier certificat de décès. C'est là aussi un événement qui va la marquer beaucoup et sur lequel elle va très peu échanger avec ses collègues. Et puis la fin du semestre arrive et puis il y a des traditions dans les CHU et il s'agit de faire la fête. Donc il y a une grande fête qui est organisée. Et donc, cette jeune fille s'y rend, elle fait la fête, elle danse, elle chante. Et puis, sur le coup de 4 heures du matin, elle s'effondre en larmes. Ses co-internes, ses amis ne comprennent pas, lui disent « Oh là là, tu es fatiguée, viens, on te ramène avec nous, tu vas dormir à la maison, ça ira mieux demain. » Et au dernier moment, parce que quand on est médecin ou qu'on veut le devenir, on n'aime pas montrer ses faiblesses. Elle décide qu'elle va rentrer chez elle quand même. Et c'est ainsi que le 2 mai 2019, elle a été retrouvée morte chez elle. Elle a été retrouvée morte parce qu'elle a avalé les bêta-bloquants qu'elle s'était prescrits elle-même 15 jours plus tôt pour lutter contre les effets du stress et de la fatigue. Alors cette jeune fille, elle s'appelait Élise. Elle avait 24 ans et c'était ma fille. Elle n'a jamais fêté ses 25 ans. Et si je parle aujourd'hui de ma fille, si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que bien sûr, cette histoire, elle a une morale. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Élise était une jeune fille brillante, passionnée par son travail, très équilibrée, heureuse. Et pourtant, les signes visibles d'épuisement professionnel étaient là. Certains de ses collègues l'ont vue un jour pleurer devant son ordinateur. D'autres de ses collègues l'ont vue consommer trop de café. Elle leur a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car elle s'était prescrit des bêta-bloquants. Mais personne n'a été alerté, personne, parce que personne n'était formé à la prévention des risques psychosociaux. Et puis Élise réalisait un temps de travail excessif, et je crois qu'elle n'est pas la seule, on l'a bien vu. Est-ce que dans n'importe quel autre métier, on pourrait imaginer de travailler en permanence plus de 80 heures par semaine? Est-ce qu'on imagine une centrale nucléaire fonctionner avec des gens qui n'ont pas dormi depuis 24 heures? Est-ce qu'on imagine un avion ou un conducteur de bus travailler, être au volant pendant 24 heures d'affilée, sans conséquence? Non. Par contre, lorsqu'on est médecin, c'est normal. Alors moi, je vous le dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Et le temps de travail doit être réglementé, il l'est, il doit être contrôlé. Et ce que je souhaite qu'on retienne de mon discours aujourd'hui, c'est que
Si le temps de travail des internes avait été décompté, contrôlé par des chefs de service formés au management, si l'ensemble des personnels de santé du service et de l'hôpital dans lequel elles travaillaient avaient été formés à la prévention des risques psychosociaux, et je ne parle pas de cellules psychologiques, je parle de prévention, de la vraie prévention telle qu'on la pratique dans la plupart des entreprises. Eh bien, si tout ça avait été fait, je peux vous dire, moi, que Élise, comme beaucoup d'autres internes, malheureusement, et l'un d'entre eux, Marseillais, a été cité tout à l'heure, eh bien, elle serait là aujourd'hui. Elle serait là parmi nous et elle soignerait des patients. Voilà, je vous remercie. Merci Laurence, merci infiniment pour ce témoignage et ton engagement, et puis ce témoignage qui est bien sûr bouleversant et qui reflète la réalité de ce qui arrive aujourd'hui. Ça va être dur de faire la transition, mais on va la faire. Je vais avec grand plaisir avoir le plaisir d'accueillir Valérie Oslander, qui est l'autrice du livre Omerta à l'hôpital, et qui nous fait le plaisir de venir également partager son témoignage aujourd'hui. Bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie Oslander, je suis médecin généraliste à Lille. J'ai travaillé auparavant à Paris comme médecin des étudiants de Sciences Po, donc je connais bien la population étudiante. Je suis également aujourd'hui encore référente violences sexistes et sexuelles à Sciences Po Paris. Et donc en 2017, j'ai sorti le livre Omerta à l'hôpital, le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé, pour dénoncer donc les violences que subissent les étudiants en profession de santé, les étudiants en médecine, mais aussi infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinés. Donc vu que ça concerne toutes les professions et évidemment toutes les échelles hiérarchiques. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Pour plusieurs raisons. D'une part, pour un constat personnel. Pendant toutes mes études, j'ai pu être moi-même témoin de tout type de violences, les violences verbales, psychologiques, mais aussi physiques et sexuelles. Et moi-même, parfois, victime de violences verbales de la part de ma hiérarchie. D'autre part, j'ai fait ma thèse sur une population d'étudiants en médecine. Alors, c'était une question annexe de ma thèse, vu que ma thèse parlait des violences faites aux femmes, pour savoir si les étudiants en médecine étaient formés aux violences faites aux femmes. Mais dans une des questions annexes, on leur demandait s'ils étaient eux-mêmes confrontés aux violences pendant leurs études. Et donc, les chiffres qui parlaient d'eux-mêmes, avec des étudiants en médecine qui étaient donc victimes pour 25% d'entre eux de propos racistes, 50% pratiquement de propos sexistes, 40% de pression psychologique, près de 4% de harcèlement sexuel, ce qui rejoint les chiffres de l'enquête de 2021, près de 9% de violences physiques et donc harcèlement sexuel, je vous l'ai dit. Et quand j'ai fait ma thèse, je me suis intéressée aux autres enquêtes qui existaient. Il n'y en avait pas beaucoup finalement. Et j'ai décidé de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Et j'ai lancé un appel à témoins où j'ai demandé, donc, concernant les étudiants, anciens étudiants en profession de santé, savoir s'ils avaient été victimes de violences dans le cadre de leurs études. Je rappelle, mais on l'a dit tout à l'heure, les chiffres des enquêtes qui m'ont aussi donné envie de faire cette étude. C'était donc l'enquête nationale du Conseil de l'ordre des médecins qui montrait que 14% des étudiants en médecine avaient des idées suicidaires. Mais aussi, je pense que c'est quand même important, même si on est là pour parler des médecins, de parler aussi des infirmiers et des infirmières. Et il y a une étude qui m'a marquée, qui est celle de la FNESI en 2015, où 85,4% des étudiants en soins infirmiers estimaient que la formation était vécue comme violente dans la relation avec les équipes encadrantes en stage. Et ça, c'est très important parce qu'il y avait vraiment des sous-questions. Et
la relation avec les équipes encadrantes en stage, c'était 85 des étudiants en soins infirmiers qui estimaient cela. Je pense que c'est aussi important de parler des verbatims que de parler des chiffres, parce que les verbatims sont souvent très parlants. Alors, je n'arrive pas à lire, mais c'est une honte de traiter les étudiants en médecine, je pense que c'est ça, et de s'étonner qu'il y a autant de burn-out, de suicides et autres troubles psychologiques. Quand on est insulté par son chef de service pendant l'internat, qui est PUPH, qui a l'habitude de mépriser les jeunes, de les faire craquer, de les pousser à bout, effectivement, on pense au suicide. Il faut casser ce cercle vicieux qui fait que les jeunes, à leur tour, auront envie de se venger quand ils seront seniors. La violence est aussi psychologique. Si je n'avais pas eu de soutien familial, je ne serais plus de ce monde, tout le monde savait, personne n'a rien fait. Manque de respect de l'interne au cours de son cursus, corvéable à merci, malgré le fait que ce soit un jeune adulte qui a des responsabilités familiales, d'autant plus dans les semestres au CHU, c'est tout à fait ordinaire et ça ne choque personne. Nous sommes des machines à abattre du travail. On n'a pas le temps de manger, dormir, alors voir des amis, les loisirs. Tout le corps médical le sait. Vous fermez les yeux jusqu'à ce que certains se suicident. Alors ne vous étonnez pas. Ce qui nous est imposé n'est pas humain et rendrait n'importe qui fou et dépendant aux anxiolytiques. Alors l'appel à témoins a permis de recueillir 130 témoignages entre août 2015 et 2016, avec des étudiants dans tous les types de professions de santé, victimes de violences à l'hôpital, et je précise bien infligées par la hiérarchie. Alors, que nous apprennent ces témoignages ? D'une part, que les étudiants en profession de santé sont victimes de violences de la part de leur hiérarchie, avec tout type de violence, comme je le disais, verbale, psychologique, harcèlement moral, violence physique, sexisme, harcèlement sexuel, chantage sexuel, tentative de viol et viol, dépersonnalisation, déshumanisation, propos racistes, insultes, humiliation, négation des droits fondamentaux, interdiction d'aller aux toilettes, de s'asseoir, de manger, de faire des pauses, de prendre des congés, obligation hiérarchique de rester à l'hôpital en dehors du contrat légal de travail, réalisation de tâches ingrates, bizutage inapproprié et ignorance. La conséquence de ces violences, vous l'avez dit dans vos différentes présentations, un retentissement sur la santé physique. Je n'ai pas besoin de vous détailler, tant sur le plan digestif, rhumato, dermato, développement de maladies auto-immunes, que sur la santé psychique, anxiété, dépression, idées suicidaires, suicide, état de stress post-traumatique, troubles du sommeil, voilà, j'en passe. Que sur la vie sociale, ce qu'on a déjà dit aussi tout à l'heure, avec un isolement social, un retentissement sur la vie familiale, sur la vie de famille, sur le fait de ne plus avoir envie de faire des loisirs, de faire du sport, une incompréhension aussi de l'entourage, souvent qui ne comprend pas ce qui se passe, et un retentissement sur la vie professionnelle avec, par rapport à la population des patients, le fait de s'éloigner, de pouvoir être maltraitant avec le développement de maltraitance ordinaire, la possibilité de faire des erreurs médicales et des erreurs de posologie tellement l'étudiant est stressé, et aussi une envie d'arrêter prématurément ses études ou de se réorienter professionnellement, et un refus d'exercer aussi à l'hôpital. Il y a des étudiants qui continuent les études de médecine, mais se disent je n'irai plus jamais à l'hôpital. Les autres constats de ces témoignages, ça a permis de mettre en évidence que la hiérarchie était responsable d'un abus de pouvoir avec une absence de contre-pouvoir, une totale loi du silence, une impunité des agresseurs, une banalisation de ces violences et notamment avec l'esprit carabin, un sexisme omniprésent, solitude des étudiants, une détresse, une souffrance à la demande, qui était en demande d'écoute et de soutien, et souvent une absence de soutien par les collègues, les formateurs, l'entourage. Alors, par l'équipe, c'est souvent par peur des représailles ou par corporatisme, mais aussi par l'entourage qui se sent démuni et qui ne comprend pas ce qui se passe. Il y a aussi ce phénomène de reproduction des violences qui a été vraiment montré dans les témoignages, avec toujours cette phrase « j'en ai bavé, donc tu vas en baver ». Donc soit des victimes eux-mêmes, souvent des victimes eux-mêmes, mais ça touche toute la hiérarchie. Ça peut être un étudiant, mais ça peut être aussi une infirmière, une aide-soignante qui va dire ça à un étudiant.
Et le phénomène s'est aggravé avec le tournant gestionnaire et la dégradation des conditions de travail des soignants qui sont en sous-effectif, et où on demande un hôpital rentable et productif, une déshumanisation du soin et des patients, une maltraitance ordinaire des patients, pas de temps pour former les étudiants, pas de financement non plus pour les former. On délègue les tâches administratives ou ingrates aux étudiants. Et il y a une vraie souffrance du personnel soignant, même si j'insiste quand même à dire que ça n'excuse pas tous les faits de violence envers les étudiants et que c'est trop facile. Il y a des personnes qui sont aussi très perverses et c'est trop facile d'excuser ce type de comportement en parlant uniquement des conditions de travail à l'hôpital. Évidemment, il n'y a pas de formation des soignants au tutorat, à l'empathie, à la souffrance ou au management. Pas de rémunération des infirmières et aides-soignantes pour former. Et il y a une réelle souffrance éthique du personnel soignant qui met en place des stratégies de défense pour éviter de rentrer dans une dépression, comme par exemple être dans le déni de la perception des violences qu'ils peuvent infliger à leurs patients. Et en fait, les étudiants qui arrivent avec toute leur naïveté, finalement, ils pointent du doigt ces dysfonctionnements et ils finissent par être l'ennemi commun du personnel soignant qui est en souffrance, justement en pointant du doigt tous ces dysfonctionnements. Alors, l'impact qu'a eu le livre, on parlait tout à l'heure de médiatisation et de l'importance des médias. C'est vrai que moi, quand j'ai fait ce travail, je m'étais dit, je vais envoyer un rapport à la ministre de la Santé, c'est Marisol Touraine, et je me suis dit, au bout d'une semaine, en fait, non, ça va finir à la poubelle. Faut le médiatiser, faut en faire un livre grand public pour en parler et pour briser l'omerta. Ça a marché et ça a permis de libérer la parole de façon exponentielle parce qu'il y a énormément d'étudiants, de parents qui m'ont contacté après, qui ont témoigné sur les réseaux sociaux pour parler de leurs propres histoires en me disant en fait j'ai le droit de dire ce qui se passe vu que je suis pas la seule à vivre tout ça ou je suis pas le seul. C'est là où on s'est rendu compte vraiment que finalement c'était pas 130 étudiants mais vraiment les chiffres que vous avez dit tout à l'heure, voire plus parce que c'est là vous avez dit 1 sur 4 mais bon moi je pense que c'est plus qu'1 sur 4. Et ça a permis donc aux associations d'étudiants, infirmiers, internes, externes, de lancer des enquêtes et donc de chiffrer ces violences. Vous avez déjà rappelé tous ces chiffres tout à l'heure avec l'enquête sur la santé mentale des jeunes et futurs médecins de l'ISNI de 2017, avec 27% de dépression, 66% d'anxiété et 24% d'idées suicidaires. Et concernant l'enquête de la FNESI sur le mal-être des étudiants en soins infirmiers, on retombe à peu près sur les mêmes chiffres. C'est la première enquête en France qui chiffrait les maltraitances des étudiants en soins infirmiers en parlant de harcèlement et de discrimination. Et 4 étudiants en soins infirmiers sur 10 se disaient victimes de discrimination et de harcèlement à l'IFSI, donc à l'école d'infirmiers, ou en stage directement. Encore une fois, j'ai mis quelques témoignages qui me semblent parlants. J'ai 20 ans, donc ça c'est pour les étudiants en soins infirmiers. J'ai 20 ans, je devrais avoir la vie devant moi, me construire et j'ai l'impression de parfois me détruire. Je sors actuellement d'un rendez-vous avec la directrice pour changer de lieu de stage, ce dernier m'ayant poussé jusqu'à la tentative de suicide. J'ai perdu 10 kilos au cours de ma première année. Je ne compte plus les nouvelles douleurs que mon esprit infligeait à mon corps faute de pouvoir s'exprimer de vive voix. Je craignais ma rencontre avec les patients à l'entrée en formation. Aujourd'hui, ce sont les soignants que je crains. Si j'avais su que cette formation m'enverrait 3 semaines en psychiatrie, alors j'aurais fait marche arrière le jour du concours. Ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est toujours dans cette enquête de la FNESI de 2017 où on voit qu'en 3e année, il y a 81,5% des étudiants en soins infirmiers qui avaient envisagé d'interrompre leur formation. Et dans cette population-là, il y en a 22% qui disent souvent ou tout le temps envisagent d'arrêter leur formation. Cette formation n'est pas à la hauteur de toutes les valeurs que l'Institut essaie de nous inculquer au cours des 3 années d'études. Elle est loin d'être bienveillante et humaniste. Normalement, lorsque quelqu'un est discriminant ou harcelant, il y a des problèmes avec la loi.
Mon plus gros choc a été de constater que dans notre formation, tout le monde ferme les yeux et trouve ça banal. Harcelée moralement pendant un stage il y a 1 an, cela m'a conduite à une dépression. J'ai vécu ce stage comme un réel traumatisme. Ensuite, il y a une enquête sur le sexisme de l'ISNI en 2017, où on voit que 88% des internes sont témoins de blagues sexistes, 9% harcèlement sexuel, 34% d'attitudes connotées, 48% des agresseurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sont des médecins ou supérieurs hiérarchiques, dont 10% des chefs de service, et 60% des femmes victimes de sexisme ordinaire. Alors, comment lutter contre ces violences à l'hôpital ? Déjà, il faut instaurer une tolérance zéro des violences à l'hôpital et continuer, ou commencer plutôt, à dénoncer systématiquement, en condamnant les agresseurs pour rompre l'impunité. Parce que tant qu'on laissera cette impunité, il y aura toujours des violences. Le jour où il y aura des condamnations, les choses changeront. Ne plus banaliser les violences, briser la loi du silence, mesurer les conséquences de ces actes, apporter une aide, une écoute aux étudiants, médiateurs dédiés et structures adaptées. Tout à l'heure, on parlait du fait que vous disiez que les médiateurs n'étaient pas sollicités. Je pense aussi qu'il n'y a peut-être pas assez de communication et que les gens ne savent pas vers qui se tourner. Il faut instaurer évidemment un climat de non-violence dans les services hospitaliers, lutter contre les abus de pouvoir, apporter les besoins techniques et humains nécessaires et suffisants aux soignants pour exercer dans de bonnes conditions, former les professionnels de santé au tutorat, aux questions relatives aux violences institutionnelles, à la souffrance, à l'empathie et à l'éthique. Il faut bien sûr remettre le facteur humain au centre du soin, ne pas banaliser la souffrance des patients, rester empathique, ne pas s'habituer à la souffrance ou à la maladie. Et les soignants ne doivent pas oublier qu'ils ont aussi été un jour étudiants. En conclusion, le bien-être des étudiants en santé et des soignants est un enjeu prioritaire de santé publique. Il y a un impact direct de la population et des patients, sur la population et sur les patients en termes de qualité des soins, de risque d'erreur médicale, d'insatisfaction des patients et d'augmentation des coûts du système de santé. Le bien-être des étudiants en santé et des soignants doit être une priorité nationale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Valérie, merci. Merci encore une fois à tous les intervenants. Dans la démarche médicale, pour arriver à un bon traitement, il faut avoir un bon diagnostic. J'ai l'impression que ce soir, malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est comme ça, on a tous les éléments du diagnostic. Et les pistes thérapeutiques, elles ont déjà été évoquées par une grande partie d'entre vous. Je remercie les 3 intervenants présents pour cette table ronde, dont on va aussi prendre l'avis, bien évidemment, parce que les points de vue sont différents. Et on a bien vu que les facteurs, ils sont multiples. Encore une fois, l'idée, c'est pas de désigner des coupables et des responsables. Il y a un enjeu qui est collectif et il y a un enjeu d'amélioration progressive et d'implication de tous les acteurs. Je crois que c'est très important que tout le monde parle et s'exprime. Et en particulier, on va commencer par Monsieur François Crémieux, donc le directeur général de la PHM, et dont bien sûr votre point de vue est extrêmement important à la construction de ce débat et des solutions qu'on peut proposer. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Pardon, je ne sais pas si mon point de vue est si important que ça, mais en tout cas, j'assume d'avoir un rôle dans le système qui est un rôle important par rapport à tout ce qui a été dit du diagnostic, en tant effectivement que directeur général de l'assistance publique de Marseille. Alors d'abord, merci beaucoup pour les différentes interventions des uns et des autres. Il y a effectivement des éléments de diagnostic qui, à la fin de cette soirée, sont lourds à entendre. Je dirais la somme de ce qui a été présenté, que ce soit votre témoignage, madame, sur le parcours de votre fille et sa mort, que ce soit autour des données plus générales de la part des internes qui montrent qu'on peut sûrement discuter de chacune des lignes et de chacun des chiffres, mais on ne peut pas discuter de l'ambiance générale qui ressort de votre étude. Et la demande principale que j'aurais à faire, c'est qu'on n'oublie pas de les poursuivre et que très régulièrement, on ait le même type d'études qui nous permettent justement de ne pas avoir à discuter, de savoir s'il y a des biais, pas des biais, si on est un peu optimiste ou un peu pessimiste, mais qui nous permettent de voir qu'avec le même type d'études, on voit si globalement on s'améliore
s'améliore ou si la situation se détériore et qu'est-ce qui va dans un sens, qu'est-ce qui va dans l'autre. Merci également pour le retour sur ce livre qui effectivement avait beaucoup marqué les esprits. Pour déclarer l'ensemble de mes liens avec tout ça, j'étais à l'époque au cabinet de Marisol Touraine et donc il y avait eu effectivement une contribution forte de ce livre à une prise de conscience de l'ensemble des acteurs à tous les niveaux, que ce soit dans les hôpitaux, au niveau politique, syndical, etc., sur le fait que là aussi, et le titre était bien choisi, il y avait un enjeu majeur à lever l'omerta. Et je voudrais rebondir sur ce mot-là parce que l'un des éléments qui peut-être m'a mis un peu mal à l'aise à certains moments de la soirée, c'est que finalement, on avait l'impression que il y avait des causes je retire le un peu, il y avait des causes systémiques, il y avait des enjeux sur le système, le temps de travail, etc., comme s'il n'y avait pas d'auteur. Et je trouve que votre présentation à la fin rappelle quand même que dans ce que l'on évoque ce soir, il y a certes des enjeux qui sont liés à l'ambiance générale, à l'histoire, à la sociologie, à l'organisation des soins, au manque de moyens ou à l'organisation du temps de travail, certes. Mais je voudrais insister 2 minutes sur le fait qu'on a aussi évoqué des éléments qui relèvent de crimes et de délits. C'est-à-dire pas des éléments qui relèvent finalement de l'ambiance générale et de la sociologie ou de l'esprit carabin, mais qui relèvent de crimes et de délits. Et je trouve que l'un des éléments, à mon avis, importants à la fin de ce diagnostic, c'est quand même de reséparer un peu les choses lorsqu'on parle de harcèlement sexuel. On ne parle pas d'un enjeu d'ambiance, on ne parle pas de la question de savoir si la sociologie est ainsi ou comme ci ou comme ça. On parle, encore une fois, d'enjeux qui, vis-à-vis de la justice, sont des crimes ou des délits. Et je crois qu'il est important qu'on se dise que... voilà, le droit commun doit s'appliquer au sens littéral du terme, c'est-à-dire que la justice, le droit commun doit s'appliquer à l'hôpital comme ailleurs. Et je voudrais à ce titre-là, c'est pas une anecdote, le mot est mal choisi, mais dire que je suis frappé qu'il arrive parfois qu'on entende à la télévision que un homme, une femme, quelqu'un a commis un crime ou un délit. À ce moment-là, on voit les voisins apparaître à la télévision qui disent on est très étonné, c'était un excellent voisin, on l'appréciait, on le voyait à la sortie de l'école, etc. Ça n'arrive jamais à l'hôpital. À l'hôpital, lorsque on traite une situation avec un individu, quel qu'il soit, de l'administration, un médecin, un chef de service, un directeur, etc., je nomme tout le monde, qu'on traite la situation parce qu'il y a eu un harcèlement sexuel, je dirais, de trop, ou un harcèlement sexiste de trop, personne vient vous dire, on est très étonné, c'est un voisin sympa, on ne savait pas, etc. Tout le monde vient vous dire, tout le monde savait. Ça fait des années qu'on sait. Ça fait que des années qu'on sait que dans ce service, que dans ce secteur, que dans ce bloc opératoire, que dans cette direction, bien sûr, on savait tous. On ne savait pas comment le dire, on ne savait pas comment faire, mais bien sûr qu'on le savait tous. Et je ne sais pas si c'est absolument systématique, mais ça me semble être une caractéristique forte du fait que lorsqu'on est dans ce cadre-là, qui est le cadre de comportement individuel qui relève encore une fois de fautes graves au regard de la loi, l'interrogation pour le directeur général de l'hôpital que je suis, c'est de ne jamais me retrouver dans la situation dans laquelle c'est l'événement de trop qui fait que les gens viennent me voir en me disant bah oui, on savait. Et d'ailleurs on savait parce que les internes arrêtaient de choisir ce service-là, parce que c'était progressivement passé d'un premier choix à un dernier choix, parce que d'ailleurs il y a eu 5 PH qui ont démissionné les uns après les autres, etc. Et donc, voilà, j'en arrête sur cet aspect-là, mais je trouve qu'il y a un élément important qui est encore une fois, même si tout ça est multifactoriel et que ça relève de situations variées, qu'on rappelle aux responsables, et en premier lieu au responsable qui est le directeur de l'établissement en tant qu'employeur ou au doyen quand c'est du côté de l'université que ça se pose, mais qu'on rappelle aux responsables que le droit s'applique vis-à-vis des salariés dans un hôpital comme il s'applique partout ailleurs. Et je le dis également parce que je pense que l'un des risques, de par l'histoire de notre culture médicale, et je trouve que le Conseil de l'ordre est un bon endroit pour en parler, l'un des risques, c'est que justement, on ait tendance à ressortir la problématique pour la mettre dans un droit d'exception. Il est légitime qu'il y ait un droit d'exception autour du Conseil de l'ordre pour les enjeux qui relèvent de la confraternité, des enjeux qui sont liés à la relation patient-médecin, etc. En tout cas, je trouve qu'il y a une certaine légitimité à ça. On peut en discuter, mais en tout cas, je comprends pourquoi est-ce que dans certains cas, les enjeux de confraternité sont mieux à traiter dans le cadre du Conseil de l'ordre, peut-être, que dans le cadre de la justice usuelle et universelle. Je ne pense pas que ce soit le cas de nombreux sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, et donc je plaide fortement pour que depuis les gouvernances des hôpitaux, pour utiliser ce mot-là, jusqu'à le recours à la justice, le cas échéant, lorsque c'est de cela dont il s'agit, on soit clair et explicite.
Ma deuxième remarque, et de nouveau je sais d'où je parle, c'est que dans certains cas, les abus de système, le temps de travail, le repos de garde qui est pas assumé, etc., relèvent également de situations qu'on connaît tous. Je sais aujourd'hui qu'il y a à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille certains services qui, pour des raisons d'effectifs, ont des horaires qui sont au-delà de ce qui est normal et qui sont probablement des horaires qui mettent en danger ceux qui y travaillent. Alors vous allez me dire, si vous le savez, pourquoi est-ce que ça perdure? Parfois parce qu'on a beau le savoir, on a beau le partager, on a beau essayer de trouver des solutions, il y a peut-être des moments pour mettre en œuvre ces solutions et pour les régler, puis parce qu'on est dans un équilibre entre fermer le service et ne plus accueillir les patients ou continuer à le faire vivre avec ses difficultés. L'enjeu me semblant être la transparence, qu'on a tous conscience qu'on est dans une situation qui est anormale et que donc il faut qu'on la traite et qu'on la règle. Voilà, pas forcément une solution pour permettre à quelqu'un de ne pas prendre la garde demain soir alors qu'il serait préférable qu'il ou elle ne la prenne pas, mais qu'en tout cas il n'y ait pas de... voilà, qu'on mette pas la tête dans le sable en faisant croire qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, etc. Et donc, j'insiste sur ce deuxième point qui est que si tous les internes ou beaucoup d'internes ou beaucoup d'étudiants en soins infirmiers passent au long de leur parcours professionnel et de formation par des situations de violence, et vous montrez avec les chiffres que c'est un très très grand nombre, ça ne veut pas dire que la majorité des services ou que la majorité des chefs de service ou que la majorité des directions sont maltraitantes. Ça veut dire qu'il y en a suffisamment qu'ils sont pour qu'au détour d'un parcours de formation, on ait été confronté à un moment ou à un autre à ce que vous décrivez de sexisme, de harcèlement, de manque de temps, de surcharge de travail, etc. Et donc, ça renvoie là aussi une responsabilité, notamment à des gens comme le professeur Jouve et moi-même, qui représentons ici les directions des hôpitaux, qui est d'assumer le fait que ces situations-là existent et de les traiter. Et puis ma dernière remarque, mais la soirée susciterait un nombre de commentaires nombreux, c'est que, ou peut-être deux dernières remarques. La première, et Rachel Bauchet y a un peu fait référence, mais on en a déjà discuté, et donc c'est en sachant que ce que je vais interpréter de son propos est en partie décalé, mais je trouve que l'un des risques que l'on a, c'est quand les situations sont maltraitantes, c'est de déplacer ou de prendre en compte la victime et pas l'auteur, ou la victime et pas le système. Et donc, par exemple, le fait que quand un praticien hospitalier est en difficulté, on se demande dans quel autre service, dans quel autre hôpital, dans quel autre système on peut le faire fonctionner, ça peut être la solution pragmatique. En général, c'est la mauvaise solution pragmatique, parce que si un praticien hospitalier ou un étudiant est en difficulté, c'est probablement que le jour où il aura été remplacé par un autre, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et donc, j'essaye d'être attentif, en tout cas dans mon exercice professionnel au quotidien, de ne jamais dévier de ma responsabilité, qui est de faire en sorte que les causes qui conduisent à un dysfonctionnement, à une maltraitance, à du harcèlement ou autre, soient esquivées par le fait de déplacer la victime, qui devrait plutôt être protégée et pouvoir poursuivre son activité là où elle l'exerçait, que de partir ailleurs. Et donc, mon dernier point, avec à la fois constat d'échec et espoir que ça change, l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, en septembre dernier, a lancé une campagne de prévention des violences sexistes et sexuelles avec des affiches et une hotline d'appel. Succès de la hotline d'appel proche de 0. Elle n'a pratiquement pas été utilisée. Quand je dis pratiquement pas, jusqu'à récemment, c'était pas du tout. Et donc, on n'est même pas à 1%, on est à 0 pour beaucoup. Je ne sais pas combien il y a de victimes de harcèlement sexuel ou sexiste à la PHM, mais ça peut pas être 0. Or, il y a 0 appel. Ce qui témoigne du fait que la déclinaison de l'ensemble des dispositifs que vous avez évoqués à l'échelle de l'établissement est extrêmement compliquée, probablement parce qu'il y a cette question de l'omerta. Je reviens sur le titre du livre. Et donc, la difficulté à passer d'un échelon où on comprend ce qui se passe au niveau du diagnostic, mais on est un peu trop loin pour pouvoir agir. Et quand on prend les outils et qu'on les décline à l'échelle de l'établissement, alors on rentre dans l'omerta. Et on a beaucoup de mal à faire s'exprimer les victimes, à identifier les difficultés de ça. Voilà, en guise de réaction, si je puis dire, mais la soirée était tellement riche et parfois émouvante que c'est de manière non exhaustive. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais donner la parole à Jean-Luc Jouve, qui est le président de la commission médicale d'établissement de la PHM. Merci Guillaume. Oui, soirée très riche, émouvante.
on y a dit beaucoup de choses que l'on savait. Rapidement, je voudrais revenir sur quelques éléments. Il y a beaucoup de choses très compliquées. Premier point, ce que je voulais dire, c'était que on est actuellement une drôle de profession, parce qu'on est une profession où on a radicalement changé notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que je vous rappelle que c'est une profession qui, sur le plan technique, est très difficile. Sur le plan psychologique, est très difficile aussi. Et ça a été dit, mais il faut le redire, c'est quand même pendant nos études, pendant l'internat, qu'on rencontre la mort, qu'on suscite parfois la mort et qu'on se demande si on n'a pas trempé dans cette affaire de manière complètement efficace ou pas, et que ça crée quand même des insomnies, et que c'est très difficile ces périodes-là à faire, et que peut-être que nos aînés ont bénéficié de l'internat au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y avait probablement une espèce de cohésion qui faisait que quand on rentrait à l'internat, quand on habitait à l'internat, on avait quand même une espèce d'entourage qui faisait que on rentrait, on expliquait aux collègues qu'on avait un incident, que ça allait pas, et je crois qu'un des éléments qu'on n'a pas évoqué, si ce n'est dans quelques diapos, c'est que actuellement, souvent, quand on fait ses études médicales, quand on fait son internat, on est seul. Quand on rentre le soir chez soi, seul parce qu'on est fracassé, on est fatigué, parce qu'on a perdu les liens sociaux, parce qu'on n'habite plus à l'internat. C'est un peu idiot de dire ça, mais ça a son sens. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans ce qui a été montré dans les études, souvent quand les gens sont en couple, ça se passe mieux parce que justement ils ont ce lien qui a disparu. Donc il y a ce premier élément qu'il faut souligner et qui doit nous faire réfléchir en termes thérapeutiques, si je peux dire, sur le fait qu'il n'y a plus de lieu où les étudiants ou les internes peuvent se retrouver à l'hôpital. Il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'internat. Ça paraît un peu con, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ça fait du bien, il n'y a pas d'échange entre les services. Et c'est très, très révélateur. Par exemple, cette crise du Covid, quand il y a les cellules de crise, ont permis de rencontrer des collègues de l'étage du dessus ou de l'étage du dessous qu'on connaissait pas forcément. Et même si on a été chef de service pendant plusieurs années. Donc il y a ce lien qu'il y avait entre les gens qui n'existe plus. Alors ça, c'était le premier élément que je voulais souligner, parce que je pense que la souffrance, c'est aussi la perte du lien social et du lien dans une profession, je le redis, qui est difficile, qui est technique, et effectivement, c'est tout à fait vrai. On a certainement beaucoup plus de choses à acquérir, à apprendre que des professions qu'on cite en exemple, comme par exemple les pilotes d'avion. On passe longtemps actuellement à nous dire, les gars, faites de la qualité, regardez, les pilotes d'avion, ils font des checklists, c'est pas des branquignoles comme vous qui faites à peu près. Donc il y a du vrai dans tout ça, mais il y a aussi du vrai dans le fait que la somme de choses à acquérir est importante, la charge émotionnelle et la charge psychologique, elle est aussi majeure. Et que on est une chose et son contraire dans cette profession difficile. Donc ça, ce premier élément, c'est ce manque de lien. Le deuxième, c'est ce sur quoi tout le monde est revenu, et donc je ne m'y attardrai pas. C'est exact qu'il y a une omerta, mais il y a deux types d'omerta, je dirais à François Crémieux. Il y a celle où, effectivement, tout le monde était au courant et personne n'a rien dit. Celle où, quand on arrive, la surveillante ou les autres internes disent « méfie-toi, porte pas de jupe, méfie-toi, si on te propose d'aller voir une IRM dans le bureau du patron, il vaut mieux pas trop y aller ». Enfin bon, celle-là, effectivement, elle est coupable, et c'est à nous, c'est notre job, celui du DG, celui du PCME, mais celui de tout le monde, c'est un job collectif de le mettre en l'air. Il y a aussi, et c'est plus pernicieux, une véritable omerta sur laquelle on n'est pas au courant. C'est-à-dire, je veux dire par là, je m'explique. Le collègue 2 étages plus haut est un collègue qui est manifestement sexiste et qui est coutumier des agressions, mais on ne le sait pas forcément.
Et parfois, je suis désolé, mais malgré le temps passé dans cet hôpital, il y a des incidents sur lesquels je suis tombé des nues quand je les ai appris. Pourtant, je vous promets que je vais un peu passer du temps. Plus grave encore, Guillaume a cité Maxime Ronflet dans son introduction. Maxime Ronflet est un interne qui était en choix chez moi au choix précédent. Donc, il est décédé dans le choix qui a suivi le mien. Très honnêtement, je vous promets que chez nous, on n'a rien vu venir pendant 6 mois où qu'il a passé chez nous. Et donc ça doit nous interroger quand même, parce que c'est pas dans les 2 mois qu'il a fait ou les 3 mois qu'il a fait dans le choix suivant que tout est parti en vrille. Ça paraît difficile de le concevoir. Donc il y a effectivement le côté caricatural de ouais, on savait que ce type c'était un pervers. Bon, ok, très bien, on est d'accord, mais il y a aussi des éléments qui nous échappent encore et sur lesquels on n'est pas bon, parce que, étant chef de service, j'aurais dû me percevoir que Maxime, il se passait un truc, alors que dans le choix dans lequel il était, c'était manifestement le plus dynamique, le plus sympa, le plus celui qu'on regardait en se disant, lui, il ferait un bon chef de clinique chez nous parce qu'il il a beaucoup de charisme, etc. Donc, je crois qu'il y a effectivement un vrai constat. La conclusion de ce que je veux dire sur cette partie-là, c'est qu'il y a un vrai constat sur le fait que nous autres, dans le monde hospitalier, il y a ce que l'on sait certes et qu'il faut qu'on dénonce et sur lequel on est assez à l'aise, même si c'est pas bien. Et puis il y a toute une partie qui fait que on passe à côté de trucs. Et là-dessus, je dirais que c'est la partie la plus délicate, parce qu'on a l'impression que on n'est pas tout à fait bon, et que quand les gens arrivent sur nous, à ce moment-là, effectivement, on n'a pas fait la prévention nécessaire. On n'a pas expliqué aux jeunes internes, à nos plus jeunes, qu'on était en droit d'être en souffrance, donc on était en droit de se planter quand on opérait quelqu'un, que ça faisait partie du monde médical. Et c'est vrai que là, il y a manifestement un défaut d'information sur lequel je crois qu'il faut qu'on réfléchisse de manière commune, parce que c'est pas normal et je me le redis souvent, qu'un chef de service de 55 balais, moi en l'occurrence, n'ait pas vu arriver un problème qui s'est produit 4 mois après. Donc, beaucoup de travail dans l'évidence, mais aussi, je crois, beaucoup de réflexion à avoir sur notre métier et sur comment faire pour arriver à faire de la vraie prévention telle qu'elle a été décrite de manière assez poignante par cette maman. Merci beaucoup Jean-Luc. Je vais donner la parole à Noémie Bernardi, qui est la représentante du syndicat des internes de Marseille. Merci pour les témoignages, les travaux qui ont été réalisés et présentés ce soir. Donc moi, je suis Madame Bernardi, je suis interne de psychiatrie en 5e semestre à Marseille. Je suis vice-présidente de communication au sein du SAIHM pour représenter ce soir. Je travaille également en tant que bénévole au SOS SAIHM. C'est un petit regroupement de collègues internes de psychiatrie qui se sont motivés pour apporter soutien et accompagnement aux internes qui en auraient besoin. Donc, ils peuvent nous solliciter par mail en leur donnant leurs coordonnées. On essaie de les rappeler le plus vite possible. Et donc, je ne vais pas m'étendre très longtemps, vous inquiétez pas. Je voulais juste... je parle de ça parce que dans la semaine qui a passé, on n'a jamais eu autant de mails, en fait. Et c'est beaucoup de mails qui concernent... alors, c'est beaucoup de souffrances psychologiques, etc., pour lesquelles on intervient, mais beaucoup de personnes qui nous parlent de leur contexte au travail, d'internes qui nous parlent du contexte au travail. Donc, en stage hospitalier, mais également en médecine générale.
C'est ce qu'on a là récemment, c'est pour ça que je le cite. Et de personnes qui nous disent « je suis en fin de cursus et je ne voulais pas parler parce qu'on m'a fait miroiter le fait... » Enfin, miroiter, c'est pas le bon terme du tout, hein, mais on m'a menacé, on m'a fait du chantage en disant qu'on allait m'invalider mon stage et je veux finir cet internat. Donc je ne voulais pas parler, mais finalement, je vais parler parce que il y a des internes qui vont peut-être choisir ce stage après et qui vont souffrir et qui pourraient être dégoûtés du travail et dégoûtés de la médecine. Donc je les remercie d'avoir fait ce premier pas. Nous, on s'est mis bien évidemment en lien avec les représentants de médecine générale. Et en fait, ils parlent d'omerta. Ils ne le disent pas comme ça. Ils nous disent, je suis avec une personne qui a le bras long, qui connaît très bien le président, le directeur. Donc, si je parle, voilà, je sais que mon stage pourrait être invalidé sans problème. Donc, je ne veux pas faire de vagues, etc. Et donc, il y a l'hôpital, il y a aussi finalement beaucoup de domaines en médecine et d'internes qui peuvent être touchés. Je voulais parler de compagnonnage. Aujourd'hui, on se demande, beaucoup de nos supérieurs, de nos seniors, nous s'interrogent pourquoi les internes veulent délaisser l'hôpital public. Je pense que la réponse, elle peut être rapidement trouvée. Et je pense qu'il faut donner le goût à l'hôpital public, qui aujourd'hui est en train de s'effriter complètement. Aujourd'hui, on voit, effectivement, on est témoin de choses assez dramatiques à l'hôpital, dans la prise en charge des patients. Et donc, ça nous fait beaucoup douter. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut protéger l'ensemble des soignants qui travaillent à l'hôpital, les protéger, les préserver de toute la violence dont on a pu parler, pour redonner le goût à l'hôpital public, l'espoir dans l'hôpital public. Je pense qu'il est impossible de bien soigner quand on va mal soi-même. Et aujourd'hui, les soignants, en tout cas des témoignages que j'entends et autour de moi, de mes amis, des internes, etc., ça ne se présage pas de façon très... c'est pas un très beau présage. Donc finalement, je suis quand même assez heureuse qu'il y ait ce genre de visioconférence, de réunion ce soir, parce que c'est important. Voilà, je voulais juste rappeler que ce cercle vicieux des violences et de la souffrance doit se briser pour redonner de l'attractivité à l'hôpital public pour sa sauvegarde. Et puis je reprendrai le slogan qui a été beaucoup utilisé donc pendant les grèves d'internes, mais également les manifestations des soignants. Soignants épuisés égale patients en danger. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière, c'est aussi beaucoup les patients qui en payent le prix. Voilà. Merci beaucoup Noémie pour ton témoignage. On va devoir conclure malheureusement parce qu'on a énormément dépassé, mais c'est pas grave. On vous a laissé parler et on a beaucoup apprécié vous laisser parler. C'était important de prendre ce temps-là. Il va malheureusement falloir conclure et je suis désolé, mais ça retombe sur moi. Donc je le fais avec, je dirais, à contre-cœur. Encore une fois, vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour la qualité de ce que vous nous avez dit, présenté, raconté. Il y a beaucoup de témoignages sur le forum que Simon me fait passer de gens de médecins, de collègues médecins qui disent j'aurais jamais imaginé ces chiffres, j'aurais jamais imaginé ça, une telle prévalence de cette souffrance-là. Donc c'est un des événements que le Conseil de l'Ordre fait sur ce sujet. Il y en aura d'autres. Vous y serez conviés. C'est une affaire qu'on ne lâche pas. Et puis on vous fera des propositions, très clairement. On vous proposera, au titre de l'article 68.1, de vous aider, de participer à une évaluation déontologique des stages hospitaliers, pourquoi pas. On vous proposera, on vous aidera peut-être à ce que le conseil départemental soit aussi peut-être ce tiers-lieu en dehors de l'hôpital, en dehors de la faculté, où cette souffrance-là, elle peut être aussi recueillie de manière neutre et apaisée dans un esprit de conciliation qui est l'esprit du conseil départemental de l'Ordre des médecins, qui est la mission même, je dirais, du conseil départemental. Et donc d'autres projets vont arriver et bien sûr vous y serez conviés. Remercier encore toute l'équipe technique, tous les gens présents.
Un petit bonjour particulier à Marion Choquer, qui a été vraiment une artisane de cette organisation et qui est covidée à la maison chez elle et qui ronge son frein de ne pas pouvoir avoir été présente avec nous. Voilà, encore une fois, merci infiniment pour la qualité de ces interactions. Et voilà, à très bientôt pour un prochain Jeudi de l'Ordre, le 10 mars. Le 10 mars, un Jeudi de l'Ordre intéressant, parce qu'on veut aussi vous redire ce qu'on fait ici en général et à quoi sert l'Ordre, comment ça fonctionne. Et donc ce sera Aurore Baudouin qui présentera ce Jeudi de l'Ordre, qui sera aussi intéressant et très, très différent, mais aussi utile. Et puis le 17 mars, merci Simon, j'ai mon prompteur, en fait, j'ai un prompteur vivant, vous ne le voyez pas. Le 17 mars sur la prise en charge des handicaps en pédiatrie, et puis il y aura une petite info aussi sur Mars Bleu, le dépistage du cancer du côlon par Jean-François Seyde qui était déjà venu. Voilà, merci encore infiniment à toutes et tous, et à très bientôt. Bravo.